Coucou YouTube! On est en compagnie d'Echarp pour continuer de parler de la loi fin de vie. Si tu n'as pas vu la première capsule sur le sujet, je t'encourage à aller la voir, mais sache que sinon celle-là peut se voir toute seule, si jamais tu as la flemme de regarder la précédente capsule. Aujourd'hui on va parler un peu d'eugénisme et de l'histoire de l'euthanasie, l'histoire de la fin de vie, d'où ça vient, pourquoi, comment, quelles sont les premières personnes à l'avoir pensé et comment ça a été appliqué à travers l'histoire. Et du coup, vu qu'on va un peu parler d'histoire, d'eugénisme et de nazis, eh bien, je suis accompagné d'Echarp. Echarp, bonjour. Bonjour, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la première capsule qui est sortie normalement avant-hier, si je ne me trompe pas. A priori, On oui. n'a pas acheté dans le planning, normalement c'était avant-hier. J'espère que vous avez apprécié, autant qu'on peut apprécier une capsule de cette gravité et de ce niveau de violence. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses. Si oui, vous inquiétez pas, ça va continuer, et sinon, ça risque de changer. Par ailleurs, je l'ai déjà dit à Twitch, mais je te le dis aussi pour toi YouTube, évidemment, des gros trigger warnings sur cette capsule. On va parler d'eugénisme, on va parler de génocide, on va parler de validisme, de psychiatrie, on va parler de racisme, on va parler de VSS. Globalement, trigger warning à peu près tout. C'est une capsule qui va être assez hardcore. Si jamais tu as besoin de prendre un petit peu de temps pour toi, de regarder cette capsule en plusieurs fois, ou si juste tu n'as pas la capacité de la tanker, c'est évidemment ok. Laisse-la tourner dans le fond en ayant mute l'onglet, comme ça je garde une vue quand même bien sûr. Et puis prends soin de toi. Évidemment, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, il y a des organisations qui existent pour aider tout le monde qui en a le besoin, des associations. Rapprochez-vous d'assaut. Et puis restons solides et restons ensemble. Voilà. Ce petit trigger warning étant fait, hop, je me mets tout de suite sur mon petit document. T'as accès au doc, Echarp, c'est bon? Bien sûr. Ok. On va donc, comme on le disait, parler d'eugénisme, de mémoire historique et de contrôle du corps. Chose qu'on n'a pas beaucoup évoquée dans la capsule précédente, mais en réalité, la question du handicap et de l'eugénisme et donc de l'euthanasie, c'est bel et bien une question de contrôle corporel, d'autonomie corporelle, ou plutôt du refus de l'autonomie corporelle. C'est d'ailleurs comme ça que se concrétise énormément l'oppression validiste, hein. C'est en refusant l'autonomie corporelle aux handicapés. C'est donc un des sujets de prédilection que nous aurons dans cette capsule. Tu as des petits problèmes de son ? Non, t'inquiète. Ok. Disclaimer, c'est fait. Et puis, eh bien, commençons tout de suite par situer l'eugénisme. Qu'est-ce que c'est? Qui l'a inventé? Pourquoi? C'est quoi? Alors, on va commencer tout simplement, parce que je vous parle beaucoup d'eugénisme depuis tout à l'heure, mais à aucun moment je n'ai donné une définition claire et précise de l'eugénisme. Quand on prend le dictionnaire, l'eugénisme nous est décrit, et je vous cite le Robert, l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner les patrimoines génétiques de l'espèce humaine. Dans les notes que j'ai sous les yeux, Echarp a écrit très justement, c'est très mignon, mais ça nous éclaire pas. Et c'est très juste. Concrètement, l'eugénisme, c'est né dans les années 10, précisément en 1914, avec la Race Betterment Foundation aux États-Unis. Et oui, je vous ai teasé qu'on allait parler de nazis, mais en fait, tout commence aux États-Unis. Quelle grande surprise. Alors, et là, Echarp, je te laisse prendre le relais. Alors, avant ça, déjà, techniquement, c'est pas l'eugénisme qui est en 1914, c'est l'eugénisme politique. Parce que l'eugénisme, comme réflexion philosophique et comme réflexion pseudo-médicale, existe déjà avant, mais c'est la première fois que c'est mis en application avec un programme politique pour le mettre à grande ampleur, avec justement ce magnifique concile de la Fondation pour l'amélioration de la race. Vous allez voir que ça va revenir régulièrement, la question de race, qui a comme but assumé, c'est dans ses statuts du premier congrès de cette fondation, de lutter contre la dégénérescence raciale. Ça a l'air vachement sympa. La dégénérescence raciale, je sais pas vous, mais moi ça me vend de suite du rêve. Cette fondation s'organise sous forme de différents congrès. C'est pas juste, c'est pas un endroit où tu viens, tu pèses le bras, tu dis bonjour, je deviens eugéniste. Non, c'est des congrès de réflexion en think tank, comme on fait les sionistes, comme on fait plein de gens. Et le premier congrès eugéniste, du coup, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, vient à 3 conclusions. Identifie 3 choses qui sont mauvaises pour la race humaine, pas vraiment la race humaine, mais vous allez comprendre. 3 choses mauvaises pour la race qui sont, dans des questions médicales, qui sont donc le tabac, très mauvais pour les gens, c'est hyper mauvais, ça fait des cancers, etc. L'alcool, c'est pas bon l'alcool, vous savez, il y a des dépendances, etc. Et la prostitution. Hein, oui, non, c'est ça, c'est la prostitution. Il y a bien écrit le tabac, l'alcool et la prostitution. C'est donc les principales recommandations du premier congrès eugéniste. Et déjà, je trouve qu'il y a moyen de rigoler.
au-delà de ces congrès, la Fondation pour l'amélioration de la race a des stands de propagande, si vous voulez, d'agitprop. Un peu comme vous avez des gens qui font des tables rondes ou qui font des tables dans les villages associatifs. Eux, ils font des tables aussi, sauf que c'est pas dans les villages associatifs, c'est dans un autre petit truc, Médo, si tu veux reprendre. Ouais. Alors, la table comme ça vous dit rien, mais c'est une table qui a été tenue dans un truc, peut-être si vous connaissez l'exposition universelle. C'est un truc qui n'existe plus, qui existait avant, qui était un endroit où on mettait en vitrine, on montrait les différentes avancées de l'humanité, des avancées sociales, technologiques, de l'ingénierie, de la médecine, de la science, etc., etc., etc. C'est là qu'a été montré pour la première fois la Tour Eiffel. C'est là qu'on a montré, je crois, les ampoules la première fois. Enfin, c'est vraiment genre un congrès de nouveaux trucs un peu stylés de l'humanité, en gros. Et dedans, ils avaient toujours une table d'eugénisme où ils expliquaient, je cite, je vous jure, c'est pas une blague, je cite vraiment, le passé glorieux et l'avenir possible de la race. Ça vend vraiment du rêve. Sachant que du coup, vous avez ce petit stand là qui est très mignon, vous avez des petites pancartes, etc. Donc explique. Juste à côté, alors c'est pas sur la photo, c'est pas trop de photos qui montrent les deux à côté. Juste à côté, vous aviez ce qu'on appelait des zoos humains, où il y avait une cage avec genre 15 noirs avec des bananes et des pots de bêtes qui étaient là à déréaliser, à se demander ce qu'ils foutaient là, et les gens qui leur jetaient des morceaux de pain en mode OMG les singes. C'était à côté de ceux qui exhortaient au passé glorieux et à l'avenir possible de la race. C'était toute une ambiance, les deux à côté. Au-delà de simplement faire des petites tables rondes, la Fondation pour l'amélioration de la race faisait aussi des petits concours. Vous connaissez peut-être, il existe encore actuellement des concours de mini-miss, vous savez, avec des défilés de mode pour petites filles qui sont terrifiants. Bah, eux, ils faisaient encore pire, ils faisaient ça sur des bébés. Ils appelaient ça les concours de Fit Babies. C'était en gros, les gens amenaient leur bébé blanc et ils faisaient un concours du bébé qui était en meilleure santé et qui était le plus blanc. Et la famille qui avait le bébé en meilleure santé, le plus blanc, ils repartaient avec, je crois que c'était $100, un truc comme ça. Et il y avait des cash prizes en tout cas. Voilà, des concours de beauté de bébés bien eugénistes. C'était sympa. On est au moment de la Première Guerre mondiale et un peu après, dans les années folles. Ah, les années folles, le Charleston, le jazz, les speakeasy, l'eugénisme, c'est magnifique époque. Ils font aussi des manifestations, parce que c'est quand même un parti politique. Des magnifiques manifestations avec des slogans où est-ce que les prisons seraient remplies si mon peuple n'avait moins d'enfants? Donc ils prennent des prolos ou des handicapés pour faire tenir les pancartes, hein, vous comprenez. C'est pas les mecs du Congrès qui écrivent ça, non, c'est des prolos qui doivent les porter. Avec des trucs magnifiques comme je ne dois pas boire de l'alcool pour maintenir la vie, est-ce que je devrais transférer mon alcoolisme aux autres? C'est-à-dire qu'en gros, il faut stériliser les pauvres. Voilà, donc ça c'est en gros ce à quoi sert et ce que fait la première fondation eugéniste et les origines de l'eugénisme politique. Voilà. Par ailleurs, dans ces panneaux, tu nous parles de utiliser des prolos à des fins de genre un peu dégueulasses, de tu utilises des prolos pour montrer ton point et tout, alors même que eux ils ont pas trop conscience de ce qui se passe. Vous pouvez voir ici un petit panneau avec écrit je n'arrive même pas à lire ce panneau. De quel droit devrais-je avoir des enfants? On est à ce niveau-là à la team. Hein. On est à ce niveau-là d'utilisation, genre. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de porter. C'est une folie. C'est une folie. Voilà, ça c'est pour la première fondation pour l'amélioration de la race. Mais si on veut aller dans les penseurs de l'eugénisme, je te laisse embrayer sur la prochaine slide, Médo. Ouais. Hop. Ah. Alors ça paraît, hein, je vais te laisser dérouler, mais on est quand même sur une belle zanzinerie, puisque nous allons parler de Darwin, en tout cas de sa famille, puisqu'il va être question de ce cher Galton, qui... je peux lire ce que t'as mis entre parenthèses? Bah, mets l'image avant. On va parler de Galton, le cousin de Darwin, qui, selon Écharpe, si j'en crois en tout cas les notes qu'elle m'a mis, a les mêmes yeux que Sardoche. Oh, faut bien rigoler, ça va. Vous êtes plus Charlie, vous, oh là là. Franchement, vous trouvez pas qu'il a la même hauteur d'yeux que Sardoche? Honnêtement, le chat. Ça restera entre nous. Moi, je trouve que oui. Bref. Du coup, Galton, c'est le cousin germain de Charles Darwin. Darwin, vous connaissez l'origine des espèces, la théorie de l'évolution, etc., etc. Et Galton, c'est... Ok, le chat approuve, ça me fait plaisir, merci. Je vous mets des petites blagues de temps en temps parce qu'il faut quand même se marrer. Galton, c'est un des mecs qui va penser l'eugénisme, qui va reprendre du coup les travaux de Darwin, la théorie de l'évolution, etc., et va publier en 1869 un bouquin, une étude
consacré au génie des grands hommes britanniques, qui s'appelle, j'ai oublié le nom du bouquin, on s'en fout, où en gros il prend plein de génies britanniques, où des génies c'est des mecs qui ont fait des grandes batailles, des découvertes scientifiques, qui ont été présidents, enfin pas présidents mais vous avez compris, des mecs comme ça, et il dit ils viennent tous des mêmes grandes familles. Jusque-là, nous communistes, on est d'accord. On se dit bah oui, c'est logique, la bourgeoisie, la classe sociale, lui dit non, c'est parce que l'intelligence est héréditaire. Merci Francis. Bon, du coup, une fois qu'il a tiré cette conclusion, il lui paraît alors nécessaire de maintenir les lignées des grands hommes. Donc, il veut que les grands hommes, du coup, ils se marient avec d'autres grands hommes. Non, ça c'est pédé. Non, qu'ils se marient avec des femmes d'autres grands. Non, ça c'est l'adultère. Non, qu'ils se marient avec la famille d'autres grands hommes qui est aussi de leur famille. Non, ça c'est consanguin. Bah, on comprend pas trop. On comprend pas trop, mais il développe une discipline qu'il appelle la viriculture, qui en gros, Pardon, mais c'est... en fait, c'est horrible et tellement dystopique, mais c'est d'un ridicule aussi, genre, c'est une folie. Mais je vous jure, promis, il y a un lien avec la loi fin de vie. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Il développe la viriculture. La viriculture, c'est quoi ? C'est une organisation rationnelle des mariages où en gros, il veut prendre les gens, mesurer généalogiquement leur niveau, à quel point ils sont futés et complètement cons, et faire se marier entre eux les gens futés pour qu'après tout le monde devienne futé. Mais les gens futés, ils sont genre 12. Mais il n'y aura pas de problème, t'inquiète. T'inquiète. Il publie en 1883 Inquiries into Human Faculty and its Development, le bouquin où il parle de viriculture, et la viriculture, il devient l'eugénisme, que Galton considère comme, je cite encore, la science de l'amélioration des lignées, il a vrillé, et qu'il entend appliquer aux êtres humains sur le modèle de l'élevage sélectif des animaux. En gros, à ce moment-là, vous voyez bien que la vision de l'eugénisme, c'est cette vision bizarrement idéaliste de la société où tu viens sélectionner l'humanité pour faire, en gros, pour faire le travail que fait la sélection naturelle, mais avec les humains pour faire cette humanité modèle et parfaite en te basant sur des critères complètement genre absurdes, quoi. Ouais, il faut savoir que Darwin l'a toujours méprisé et ghosté et l'a envoyé se faire foutre régulièrement. Darwin était complètement contre ça. Voilà. Après, Darwin a envoyé chez tout le monde. Je sais pas si tu sais, Médo, mais il y a une anecdote un peu marrante où il y a Karl Marx a contacté Darwin pour dire vos travaux sont révolutionnaires, les miens aussi. Travaillons ensemble. Darwin l'a ghosté. La légende raconte que Darwin aurait parlé de Marx une seule fois pour dire, je cite, c'est qui cet Allemand ? Oh waouh. Eh ben. Pardon. C'est à moitié de légende urbaine, mais moi j'y crois. Mais voilà, on est sur la naissance de l'eugénisme, sur la naissance de ce concept qu'est l'eugénisme et qui va parcourir notre siècle et parcourir des penseurs évidemment toujours plus réactionnaires au cours du siècle. À l'origine, c'est un concept tout à fait américain, précisément un concept qui vient donc de la bourgeoisie américaine et qui, de par ailleurs son utilisation quasiment caricaturale du prolétariat, montre bien que ça cherche globalement à éliminer tous les non productifs, tous les gens qui sont vus comme étant défectueux aux yeux de la bourgeoisie, pour ne garder que cette élite sociale. Vous commencez à comprendre pourquoi derrière les nazis, ils ont... Vous voyez, vous entendez les buzzwords un petit peu à droite à gauche le chat, mais on va y venir. Avant ça, on doit vous parler de Kellogg's. Oui, je ne déconne pas. Je vous jure, c'est vrai. Le chat, je vous jure, c'est vrai. Il y a un truc incroyable. Quand j'ai fait des recherches, je suis tombé sur un truc. Bah, tu veux le dire, mais donc peut-être j'ai beaucoup parlé, moi. Non, en vrai, c'est vraiment la partie que t'as bien potassée. Moi, ça me va de juste intervenir de temps en temps pour faire des petites remarques de temps en temps, mais la partie historique, vraiment, c'est ton sujet. On va y venir sur les céréales anti-branlettes, on va y venir. Les Kellogg's, vous connaissez Kellogg's, donc, qui est un des principaux leaders du marché des céréales. C'est eux qui possèdent plein de trucs, ils possèdent Chocapi, Coco Pops, Trésor de Kellogg's, bien sûr, Lion, enfin... énormément de céréales, tous les trucs un peu céréales fitness avec des trucs de chocolat noir, etc., les machins fit et tout, c'est eux. Et il faut savoir que Kellogg's, pourquoi Kellogg s'appelle Kellogg's, c'est le nom de son fondateur, John Harvey Kellogg, qui est le fondateur de la Société pour l'amélioration de la race. C'est lui. C'est le mec des céréales. Par ailleurs, une petite pensée pour les Kellogg's White, qui prennent soudainement un tout autre goût. Oupsie, les Kellogg's chocolat blanc, les Kellogg's White, bizarre. Mais du coup, oui, c'est John Harvey Kellogg qui a créé cette fondation-là, qui est un des deux frères Kellogg qui ont fondé Kellogg. Et les Kellogg's, à l'origine, avant d'être céréales de petit déjeuner, c'est des céréaliers donc, qui faisaient du blé, de l'orge, etc.
et qui ont fait fortune parce qu'ils ont appliqué à l'agronomie les techniques eugénistes de sélection des lignées et des espèces. Du coup, ils ont fait de l'argent parce qu'ils avaient des variétés, des crops, des sous-génétiques, en fait, un peu, qui étaient optimisées, qui avaient un meilleur rendement, et du coup, ils ont fait plein de thunes comme ça. L'entreprise Kellogg's était donc le principal financeur des sociétés eugénistes, qui fait très bizarre. Quand on dit qu'il y a énormément de liens entre eugénisme et capitalisme, c'est pas des lol, c'est que l'eugénisme a été pensé pour servir le capitalisme. Dès sa première utilisation, dès l'utilisation de par le fondateur de la société eugéniste, on voit qu'il y a une volonté de s'en servir pour des techniques de production massive. C'est ça. Et Kellogg's, c'est eux qui ont inventé les cornflakes, le principe même de cornflakes, c'est eux. Il y a une histoire un peu marrante, un peu success story d'eux, ils ont fait sécher des trucs sans faire exprès, et ça a fait des pétales, etc. Bref, on s'en fout. Mais ce qui est marrant, c'est que quand ils ont fait des cornflakes au début, ils se sont dit, putain, c'est des morceaux de maïs sans goût, c'est un peu dégueulasse, en vrai. Les cornflakes tout seul, c'est pas très bon. Faut vraiment, les gens qui bouffent ça, ils mettent du lait et beaucoup de sucre, en général. Et, bah, en fait, c'était voulu que ce soit dégueulasse. Parce que John Harvey Kellogg était persuadé que bouffer des trucs qui n'avaient pas de goût, par opposition à bouffer des trucs qui étaient doux, piquants, pimentés ou ce que tu voulais, ça permettait de lutter contre la masturbation. Si tu manges des cornflakes, tu te branles moins. Alors, je vous avoue, j'ai pas tout compris. Je pense que c'est un truc en mode ouais, tu ne recherches pas le plaisir, t'es déshabitué au plaisir et du coup tu deviens un peu dans l'ascétisme et tout. Dans les faits, c'est quand même bouffe des cornflakes, tu te branleras moins. Bon. Je sais qu'il faut pas trop taper sur le physique, surtout quand on fait une capsule sur l'eugénisme. Non mais il est mort, on a le droit. Mais quand même, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le fait que le gars qui a inventé l'eugénisme, qui a inventé la sélection humaine des corps pour l'amélioration de la race humaine, c'était le gars qui nous disait « Bouffez du maïs séché, vous vous branlerez moins », et c'est un mec qui avait cette gueule-là. Hein. Oh, c'est vraiment... Pour moi, c'est Evil KFC. Mesdames, messieurs, mes non-binaires, l'être humain dans sa forme raciale la plus pure et parfaite. Et lui, il ne se branle pas. C'est-à-dire qu'avec des moustaches comme ça, t'as Colonel Sanders qui fait le KFC et lui qui fait des cornflakes nature. Il a pris tous les cheveux de sa tête, il les a mis sur son menton. Oh c'est une folie. C'est quoi cette veste? Pourquoi il y a... Non, attends, en fait, je porte des vêtements un peu similaires. Attends. Non, t'as pas autant serré ta cravate, toi. Hein. Non, mais rien ne va. Vous ne le branlez pas, celui-là. Voilà. Mec trop bizarre, trop chelou, avec des idées lunaires. Et vraiment, l'eugénisme, quand vous rentrez dans le détail, vraiment, c'est lunaire de A à Z. Du coup, vous allez dire, ah, ok, Victoire, du coup, bah, ils financent le truc, ils font un grand truc mondial et ils lancent un truc mondial de l'eugénisme. Non! Non! Pourquoi? Parce que, attention, drama, alerte fitna, embrouille. Grosse embrouille. Parce que pendant ce temps-là, il y a un mec qui s'appelle Spencer, peut-être vous savez qui c'est, qui théorise ce qu'il va appeler le darwinisme social. C'est pas Galton, c'est un autre encore. Lui, il est en mode, l'eugénisme c'est bien, mais l'eugénisme c'est la loi du plus fort. De toute façon, la sélection naturelle, ça marche comme ça. Il faut laisser la sélection naturelle. C'est... Oh putain, j'avais oublié sa gueule. À nouveau, rappelez-vous tous les eugénistes dont on parle, les grands inventeurs de l'eugénisme, les gens qui te disent qu'il faut améliorer la race humaine pour garder vraiment la haute élite de la société dont ils font partie selon eux, c'est des gens qui ont cette gueule-là à chaque fois. Et alors que quand je le vois, je me dis, franchement, il y aurait eu un futur femboy possible. Je vois ce que tu veux dire. Oh, de fou, il aurait tellement pu être le mec à Mila. T'as la vision? Oh là là. Ouais. Ouais. Non, moi j'allais dire c'est le pire orca de l'époque, mais oui aussi. Bref, Spencer du coup, pareil, fan de Darwin, contacte Darwin pour lui dire non mais il faut faire un truc pour un projet de société où la théorie de l'évolution c'est incroyable ce que t'as découvert, le fait que les gens sont en compétition tout le temps et que seulement les plus forts survivent et c'est comme ça qu'on évolue, faut trop appliquer ça à la politique. Et Darwin lui dit what the fuck frérot, non. Et Darwin va passer je crois, le dernier tiers ou quart de sa vie, je sais plus, à combattre ce mec-là en mode il faut l'abattre, c'est un zinzin, il faut le buter. Il le déteste. Darwin, c'est vraiment le gars qui avait une théorie vraiment très simple et qui s'est fait genre voler son truc pour les pires moves possibles par tout le monde en vrai, genre. Oui. Darwin, c'est un peu le mec qui a théorisé le mot Zeyfab. Oui. Il a pris un mot qui est pas forcément bête et les gens ont fait n'importe quoi avec. Et du coup, il a le seum de fou. C'est le Proudhon de son époque. Ah non, attends, Proudhon, c'était déjà un gros fils de... Oula, non. Non.
Malaise. Non, C'est le par contre, Bakounine de son époque. c'est le Kluskar de son époque. Ah, je sais pas c'est qui. Kluskar, c'est le mec qui parlait de libéral, libertaire, ces trucs-là, qui étaient repris par tous les rouges-bruns. Ah, oh là là. Ouais, bon, bref, peu importe. Du coup, Spencer prône un eugénisme en laissant la loi du plus fort gouverner, les faibles mourir et les forts survivre. Et du coup, énorme clash, alerte fitna, OMG, drama Twitch gauchiste, entre Spencer, qui est un libéral qui veut laisser faire la nature, entre guillemets, alors que Gelox et Galton sont des conservateurs qui veulent contrôler le génome humain avec des croisements entre blancs. Donc il y a une grosse différence de vision entre un qui est dans le il faut laisser faire en mode libertarien et les autres qui sont en mode non, il faut une aristocratie raciale et génétique. Par C'est pas le ailleurs, même pôle, ils se détestent. on voit Ouais. qu'entre bourgeois qui ont des avis sur les handicapés non productifs, on a déjà cette opposition entre conservateurs et libéraux dès l'époque. ça. Pour des raisons qui sont un peu différentes, mais qui petit à petit vont évoluer pour arriver globalement aux positions politiques qu'on voit aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a déjà entre deux blaireaux, comme disent les jeunes. Voilà, voilà. Tu me dis quand tu veux reprendre, hein. Moi je déroule, mais si tu veux reprendre, il n'y a pas de souci. Bah écoute, c'est bien sympa tout ça, c'est bien sympa ce petit truc historique, mais moi quand on me parle d'eugénisme écharpe, le premier mot qui me vient en tête c'est nazi. Parce qu'après tout, les handicapés, on n'entend pas trop parler de comment les Kellogg's les ont fait souffrir ou des expos universels ou quoi. Par contre, dans l'histoire des handicapés, surtout sur le siècle précédent, il y a un truc que tout le monde sait, c'est que les handicapés, c'était pas bon d'être handicapé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors pourquoi Eh bien, les tout à Allemands dans fait. tout ça? Tout à fait, Médoli, tout à fait. Eh bien, c'est dû à un truc à partir du 14 juillet 1933, date importante, 14 juillet, haha, la France, tout ça. Non, c'est coïncidence. Le régime nazi adopte une loi visant à éradiquer les maladies héréditaires. Trop bien, ils ont envie dans la santé, ils ont mis des hôpitaux, etc. à éradiquer les maladies héréditaires, trop bien. Par l'euthanasie d'enfants handicapés. Ah, Et c'est le moment Ah. où on va commencer à faire un peu moins de vannes et où je répète le trigger warning. Là, on était sur un ton un peu léger au début parce que c'était quand même des trucs très absurdes. On arrive dans des trucs bien énervés. On va parler de génocide et on va en parler assez longuement. exactement. Donc là, on va se calmer un peu. Là, j'ai fait beaucoup de blagues parce que c'est le début de capsule, La c'est même, YouTube, haha, bien lol, sûr. méga lol. On se détend un peu. On va pas parler des nazis tout de suite. On va faire un petit détour avant, mais on va parler de trucs un peu plus sérieux. Avant de parler des nazis, les nazis, c'est pas des gens qui apparaissent là comme ça, qui popent de nulle part. C'est pas genre une création ex nihilo. Les nazis, ils s'inspirent d'un contexte. Les nazis, c'est des mouvements qui sont pour beaucoup, qui sont assez jeunes idéologiquement, qui s'inspirent de beaucoup de choses et qui sont très connectés à l'international. Les nazis s'inspirent beaucoup dans leur politique raciale d'un pays, les États-Unis. Le chat, qui est surpris? Si vous êtes surpris, levez la main. On peut pas lever la main, mais vous avez compris. L'Allemagne nazie développe ses idées dans la continuité des politiques eugénistes américaines. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, Medoli, mais quand les nazis ont commencé à devoir se poser la question au moment de la Shoah et du génocide des Juifs, de savoir ce qu'était un Juif et ce qui n'était pas un Juif. Parce que, est-ce que quelqu'un qui a un parent juif, il est juif? Est-ce qu'il a quelqu'un qui a un seul grand-parent, etc., etc. Et ils se sont dit, bon, comment on fait pour avoir une limite pour décider quelqu'un est juif ou ne l'est pas? Ils sont allés voir comment ils faisaient chez les Américains. Les Américains faisaient ça pour les Noirs avec la ségrégation. Les Américains avaient une règle où ils disaient, c'était la one drop rule, il y a une goutte de sang noir, tu es noir. Et les nazis ont dit, oh non, les Américains, ils sont un peu trop extrêmes, nous on est plus modérés, on va pas faire ça, on va dire seulement un 16e. Les nazis ont considéré que leur politique raciale était progressiste par rapport aux États-Unis. Gardez ça en tête. On en est là. Hitler, donc, admire plusieurs politiques eugénistes américaines, notamment les lois de stérilisation forcée américaines, dont on reparlera un peu après, et certains écrits d'Henry Ford. Henry Ford, vous vous souvenez, c'est le mec qu'on vous a vanté en histoire au collège en mode le grand génie qui a révolutionné l'industrie, qui a permis plein de trucs, etc., etc. Il a écrit un bouquin qui est un best-seller à l'époque, qui est partout en Europe, qui s'appelle « Le juif international, le plus grand problème du monde ». Rien que ça. Et ce bouquin va être traduit en allemand et abondamment diffusé en Allemagne par les nazis. L'occasion, par ailleurs, de rappeler que la raison de l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas du tout par intérêt humaniste. C'était vraiment simplement par intérêt militaire et économique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs vaut pour globalement la plupart des pays qui sont entrés en guerre pendant la SGM. Il y en a pas beaucoup qui se sont dit « Oh, c'est chaud là !» Oui, parce que la France, quand Hitler envahit la Pologne, c'était en mode « Oh, c'est pas grave ».
Non, d'abord, il a envoyé, pardon, d'abord, il a envoyé la Tchécoslovaquie. Ils ont dit, oh, c'est pas grave. Puis ils ont dit, oh non, là, c'est un peu chiant quand même. Ils ont déclaré la guerre et en fait, ils ont pas fait la guerre. Ils ont dit, oh, tant pis, la fameuse drôle de guerre. Un des seuls pays qui a officiellement pris position en disant c'est vraiment grave ce qui est en train d'arriver aux juifs là, en tant que nation, hein, dont le gouvernement a pris position comme ça, c'est le Vatican. Et ils ont rien fait quoi, parce que c'est le Vatican, enfin, il y a pas d'armée quoi. Voilà. Ils sont arrivés qu'on dit, c'est trop grand, on peut pas, on est que 3, et ils sont rentrés. Cela dit, petite anecdote historique, c'était la première note officielle du Vatican qui n'était pas que en latin, mais qui a également été diffusée en allemand, notamment pour qu'elle puisse être qu'elle tourne le plus possible en Allemagne. Bon, voilà. La première bulle, je crois qu'on dit. Peut-être, tu auras sûrement plus les datas là-dessus que moi, pour de multiples raisons. Les notes pontificales, on appelle ça des bulles. Voilà, ouais, très bien. Bien, donc les nazis, ils ont leur petit bagage historique, ils ont ri fort aux États-Unis, ça m'a dit, ah, trop bien, on va faire du... Dans leur tête, ils disent on va faire comme les Américains, mais en plus modéré. Ça donnait le nazisme. Une fois qu'ils ont leur petit bagage théorique, il est temps de passer à la pratique. Que c'est bien mignon de discuter, mais bon, il y a du travail, il y a quand même pas mal de juifs, il y a plein d'handicapés, c'est quoi ce bordel, faut régler tout ça. Bon, on va commencer par un point un peu rigolo, histoire de suite se mettre dans l'ambiance, l'euthanasie des enfants. Allez, super. Premier point très important à noter, c'est que le programme d'euthanasie, de stérilisation et de génocide des handicapés ne commence pas par des adultes. Il commence d'abord par des enfants handicapés. Programme qui Il commence avec un cas. Programme qui s'appelle l'Action T4. On l'a pas précisé, mais on va sûrement réutiliser ce terme. Techniquement, il s'appelle pas encore l'Action T4. Oui, mais ça viendra assez rapidement. Ça viendra assez rapidement. C'est juste pour préciser, quand tu utiliseras le terme Action T4, c'est bien pour parler de ce programme d'extermination eugéniste des handicapés. Tout à fait. Et il commence en 1938 avec un cas, le cas de l'enfant K. On pense que c'est l'enfant Crown, mais on n'est pas sûr. Il est appelé l'enfant K dans les textes historiques, qui est le cas d'un enfant handicapé dont les parents vont personnellement solliciter Hitler afin d'obtenir une Gnadentod, en allemand, une mort miséricordieuse, c'est-à-dire une euthanasie, ce qui était non autorisé à l'époque. On peut noter qu'il s'agit d'une demande formulée par les proches, une initiative non spontanée d'administration, notée comme volontaire, présentée comme miséricordieuse. Pour faire des liens avec la loi fin de vie qui est en train de passer actuellement en France, car si ce n'était pas encore explicite, cette capsule se veut bien être très critique de la loi fin de vie qui passe actuellement en France en faisant des liens avec l'eugénisme à travers l'histoire. Le terme employé par les nazis pour l'euthanasie des enfants handicapés, c'est bien mort miséricordieuse. Je rappelle, j'en ai parlé dans la précédente capsule et je ne l'ai pas encore expliqué dans cette capsule, mais que le terme employé pour justifier l'euthanasie sur la loi fin de vie en France, notamment par Adrien Clouet, député de la France Insoumise, c'est le droit d'éteindre la lumière. Il y a quand même une proximité de vocabulaire de venir rendre l'assassinat des handicapés sympathique. On rend service, qui est assez fou. Magnanime. Quand on a fait notre petite réunion où tu m'as montré l'avancée de l'écriture, où je revenais sur les trucs où j'étais en mode ça c'est bien, c'est pas bien, je rajouterai ça et tout machin, à ce moment-là, j'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux et ensuite j'ai pété un câble. C'est d'une hypocrisie, d'une honte folle de venir parler de droit à éteindre la lumière quand c'est globalement assez verbatim le même argumentaire que celui qui était présenté par Hitler en personne. Exactement. Donc, mort miséricordieuse, même vocabulaire. Rappelez-vous aussi que demande formulée par les proches et pas par la personne handicapée en elle-même. Voilà. Des cas qu'on a déjà connus, notamment au Canada, mais également dans l'Union européenne. Partout. Et qui va probablement finir par arriver en France aussi. On rappelle que les majeurs sous tutelle ont le droit aujourd'hui de faire une demande d'euthanasie, si la loi vient à passer. Tout à fait. Allez. Du coup, en 1940, après donc ce cas-là, le cas de l'enfant K, j'ai pas d'image à vous montrer parce que c'est un cas qui a été recensé administrativement, mais à part vous montrer des bouts de texte en allemand, j'ai pas de grand-chose d'intéressant le chat. En 1940, le 1er juillet 1940, le ministère de l'Intérieur, du coup du Bundestag nazi, du Parlement nazi, annonce l'ouverture à Brandebourg-sur-la-Havel, petit village tout à fait charmant au demeurant, d'un établissement pédiatrique spécialisé en psychiatrie. Très bien. Petit hôpital, spécialisé, incroyable. C'est super. Le voici. On note le... Ah bon, vas-y. Non, juste le bâtiment, enfin la photo inspire vraiment juste
d'une horreur. Ça me. Ouais, ça me met pas bien. Bref, Trace, pardon. Ok. Donc, on note le vocabulaire. Un établissement spécialisé. Oh, c'est mignon. Thérapeutique. Oh, c'est bien. Pour des recherches scientifiques avec des spécialistes. C'est trop bien. Vous savez ce que c'est ce bâtiment, le chat? C'est le tout premier de l'histoire, centre d'extermination pour enfants. C'est un camp d'extermination, comme Auschwitz, etc., pour enfants, en 1940, donc bien avant la construction d'Auschwitz. Auschwitz, ça arrive sur la fin de la guerre. Les concentrations, en général, arrivent sur la fin, arrivent à partir de 41-42. Ça a été très justement soulevé dans le chat. Oui, on dirait plus une usine qu'autre chose. C'est comme ça qu'était pensée l'extermination par les nazis. Comme un procédé machiniste, comme quelque chose, ouais, comme un travail usinier. Et ça commence par les handicapés à ce moment-là, par les enfants handicapés. Exactement. Le programme d'extermination nazi des handicapés, il se fait par petites étapes, par petits bouts. Il commence par juste le cas de l'enfant K. Ensuite, on passe à le truc de quelques enfants dans un truc, puis ensuite on fait juste un centre, petit bout par petit bout. Ça vous rappelle pas un truc? Le fait de dire on va procéder petit bout par petit bout, ça marchera mieux? Le pied dans la porte, ça vous rappelle pas un truc? On l'a vu avant-hier YouTube, on l'a vu tout à l'heure le chat. Mais probablement qu'à l'époque, les gens qui disaient que les nazis allaient probablement faire pire, ils devaient faire de la démagogie, ces gens-là aussi. Probablement qu'ils n'avaient aucune idée, qu'ils savaient pas ce qu'ils disaient. Non, vous inquiétez pas, il y avait des garde-fous. Ouais. Puis bon, à un moment, il faut arrêter le syndrome du personnage principal. Hein. Les nazis, ils rendaient service aux handicapés, puisque c'était une mort miséricordieuse. Vous les voyez, l'intégralité de ces petits buzzwords, de toutes ces logiques qu'on avait à l'époque, qui ont amené à l'extermination des handicapés par les nazis, qui est quand même quelque chose qui est communément accepté par tout le monde aujourd'hui comme ayant eu lieu. C'est par ailleurs complètement illégal de nier que ça ait eu lieu. Enfin, c'est prouvé, noté, on le sait ce qui s'est passé avec les handicapés et les nazis. Ils ont utilisé les mêmes justifications qui sont utilisées aujourd'hui pour les différentes lois fin de vie à travers le monde, incluant en France. Je suis pas sûr parce que ce qui est légal de nier, c'est la Shoah, et je ne suis pas sûr que dans la définition de la Shoah juridique, ça compte les handicapés. Ce serait un truc à vérifier. Dans tous les cas, on peut se mettre d'accord sur le fait que y a pas grand monde qui oserait publiquement nier le génocide handicapé qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est de manière assez commune acceptée, voilà. C'est ça. Et à partir de 1941, du coup, on commence à passer à l'université supérieure. Le programme continue. Un programme qui va être centralisé au niveau administratif, qui va continuer simplement autrement, avec différentes manières. C'est que là où avant c'était fait un peu de manière artisanale, vous voyez, c'était l'infirmière qui faisait ça avec un coussin sur la tête du nourrisson pour qu'il meure à la main. Là on se dit bon, vu qu'il faut quand même avoir des plus gros volumes, va falloir avoir des nouvelles méthodes. Donc on va passer aux médicaments, donc faire manger aux enfants des grosses doses de barbiturique, on va passer aux injections, des injections de curare, de ceci, de cela. On va passer aux chambres à gaz, oui. Sachez d'ailleurs que on est sur la slide d'après Médo si tu veux montrer le truc. Pardon. Sachez d'ailleurs que je dis chambre à gaz parce que l'action T4, les chambres à gaz utilisées dans l'action T4 sont antérieures à celles utilisées pour les juifs. Vous voyez ici la chambre à gaz du centre d'extermination de Hadamar, qui est connu comme étant le plus grand centre d'extermination des handicapés. Les chambres à gaz ont été construites au départ pour les handicapés et elles ont été pensées pour être en bêta-test chez les handicapés pour voir si c'était une technologie viable pour ensuite l'appliquer aux autres. Les handicapés ont bêta-testé les chambres à gaz. C'est super. Et dans les cas où il y avait vraiment trop d'enfants handicapés à tuer et on n'avait pas assez d'argent pour la chambre à gaz, on se faisait pas chier. On les faisait mourir de dénutrition, on arrêtait juste de les nourrir, on les accrochait au lit, on attendait qu'ils meurent tout seuls. C'est super. C'est super. Donc ça, c'est l'action T4 qui dure de 41 à 43. Après, on passe à une autre action parce que tout se fait par vague, je vous le dis, l'action Brandt, 1943-1945, qui est une nouvelle extension, qui change juste en termes d'ampleur, qui pour le coup intègre les handicapés dans tous les centres d'extermination du Reich. Tout se fait par vague. Tout se fait par vague, comme on le disait tout à l'heure, comme le préconise le lobby de l'euthanasie, l'ADMD, l'association droit de mourir pour la dignité. Les mêmes argumentaires, en Big 2026, les mêmes argumentaires que les nazis, mot pour mot. Exactement. Ces gens-là sont vus comme étant aujourd'hui des progressistes, des gens de gauche, des gens qui viennent soutenir les handicapés, des gens qui proposent la miséricorde aux handicapés. Ouais, là, tu as raison, si le stream est trop dur, prenez un peu de recul parce que ça va pas s'arrêter. Bon, on a beaucoup parlé des enfants. Est-ce qu'on passe aux autres? Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont handicapés. Alors, au-delà des enfants, parce que les enfants c'est bien mignon, mais à bout d'un moment, il y a comme des adultes handicapés, on va quand même pas les laisser vivre. Ce serait quand même
Ce serait injuste, nous on est pour l'égalité de la mise à mort. Je suis cynique, hein, c'est de Twitch gauchiste, c'est de l'humour cynique. L'action T4 donc va prendre le truc qui était déjà avant sur uniquement les enfants pour l'étendre à l'ensemble des personnes handicapées. L'euthanasie des enfants, c'est juste la première étape. Très rapidement, le dispositif est étendu. L'action T4. Donc, j'ai mis ce nom-là plusieurs fois. Je vais revenir un peu sur comment ça marche. L'action T4, c'est la campagne d'assassinat systématique des adultes handicapés physiques et psychiques allemands et autrichiens, menée par le régime nazi de 39 à 41. Parce qu'après 41, vous vous rappelez, il y a une nouvelle vague qui s'appelle l'action Brown, qui est une vague encore différente. L'action T4, c'est la première vague de ça. Rappelez-vous, campagne d'assassinat systématique des adultes handicapés physiques et psychiques des handicapés allemands et autrichiens, menée par le régime nazi de 39 à 41. Elle commence avec une certaine lettre d'Hitler, que tu peux peut-être afficher, que je ne vais pas vous la lire en allemand, parce que je pourrais, sans vouloir flexer, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je vais vous la traduire. La lettre dit « Le Reichsleiter Buller », qui est donc le titre et le nom du mec, et le docteur en médecine Brandt, du nom du mec qui fera l'action Brandt, qui sera chargé de coordonner l'action T4 à l'ensemble du Reich à partir de 41, sont chargés sous leur responsabilité, on y reviendra, d'étendre nominativement les attributions de certains médecins. Ceux-ci pourront accorder une mort miséricordieuse, on parlait juste avant, mort miséricordieuse, vous vous rappelez, on en parlait juste avant, c'était le truc sur les enfants, voilà, la fameuse Gnadentod. Donc, cette mort miséricordieuse pourra donc être étendue. Attends, hop, j'ai perdu la fenêtre, oui, c'est bon. Ceci pour accorder une mort miséricordieuse aux malades qui auront été jugés incurables selon une appréciation aussi humaine que possible. Signé Adolf Hitler. Je vais vous la relire en insistant sur des choses qui sont intéressantes. Le Reichsleiter Buller et le docteur en médecine Brandt sont chargés sous leur responsabilité. Donc, ce n'est pas une loi. Attention, ce n'est pas une directive qui passe par les institutions. C'est Hitler qui dit « Oui, faites-le si ça vous amuse ». Ce n'est pas une obligation pour les médecins. C'est une autorisation. C'est la permission à 2-3 personnes si ça les amuse. Retenez bien ça. Donc, sous la responsabilité d'étendre nominativement, donc de eux-mêmes choisir d'autres gens qui feront comme eux, donc vraiment du cas par cas, de l'ultra cas par cas, de 2-3 mecs, ceci pour accorder une mort miséricordieuse aux malades qui auront été jugés incurables, donc des malades en fin de vie, selon une appréciation aussi humaine que possible. Ce n'est pas une loi. C'est une directive qui passe au-dessus de la loi et que les médecins vont s'empresser de faire respecter alors qu'elle contrevient aux lois du Parlement. On parle beaucoup de la loi. Depuis le début, on parle beaucoup des questions législatives. Mais il y a une responsabilité du corps médical, de l'ordre des médecins. Les gars, pourquoi vous êtes aussi volontaires à tuer les handicapés? C'est bizarre un peu. Pourquoi vous êtes aussi volontaires à faire ça? On va en reparler plus tard. Je mettrai également un point d'appui sur le fait que ça nous parle d'appréciation aussi humaine que possible. Les nazis, dans leur justification pour tuer les handicapés, justifient encore et à nouveau ça par humanisme, par volonté de laisser les gens pouvoir éteindre la lumière, pour citer Adrien Clouet, député de la France Insoumise et grand défenseur de la loi fin de vie. À nouveau, on est dans les exactes mêmes logiques. Est-ce que vous comprenez pourquoi les handicapés, les militants handicapés, les militants antivalidistes, les militants anti-psy et globalement la gauche marxiste et révolutionnaire est un peu en train de tweak sur cette loi fin de vie? On n'est pas sur une pente glissante, on est sur une redite de l'histoire. On est sur une redite des heures les plus sombres du siècle dernier. Ouais, sous un tonnerre d'applaudissements de la gauche qui se dit radicale. Voilà, ça c'est l'action T4, du coup. L'action T4, si on parle un peu chiffres, c'est entre 70 000 et 80 000 victimes pendant la phase officielle. Même après l'arrêt officiel de l'action T4 en août 41, je vous rappelle que l'action T4 s'arrête en 41, mais l'action Brown continue avec plus d'ampleur, donc les assassinats continuent jusqu'à la fin de la guerre, et même un peu après, sous d'autres formes. Au total, si on prend action T4, avant, après, tous les handicapés qui ont été tués par le régime nazi, on est entre 200 et 300 000 personnes handicapées ou internées en psychiatrie qui sont assassinées. Par gazage, par injection létale ou par dénutrition organisée. Entre 200 et 300 000. Le gazage, on ne le fait plus aujourd'hui dans le monde. Parce que c'est devenu trop symbolique de la Shoah et globalement de l'extermination faite par les nazis. L'injection létale, c'est la méthode qu'on utilise aujourd'hui de manière excessivement majoritaire pour les différentes lois euthanasie à travers le monde. Et la dénutrition organisée, je sais pas comment est-ce que vous appelez la casse des aides sociales pour les handicapés. Ouais. Autre chose un peu intéressante, c'est que
je vous ai dit que le génocide handicapé, parce que moi j'utilise le mot génocide ne fait pas consensus dans les milieux académiques, mais j'ai déjà pas réussi une licence, pas pour me faire mépriser par des doctorants. Bon, le génocide des handicapés, donc c'est fait par différentes phases. Et pourquoi par différentes phases? Parce que, comme souvent dans les politiques publiques, les critères évoluent. J'ai une citation d'un historien, Michael Tregenza, qui observe, je cite, au fur et à mesure que l'entreprise d'extermination se développait, les victimes ne furent plus seulement les malades mentaux ou les handicapés physiques gravement atteints, mais tous les patients indésirables internés dans les asiles. Je vous répète la citation. Au fur et à mesure que l'entreprise d'extermination se développait, les victimes ne furent plus seulement les malades mentaux ou les handicapés physiques gravement atteints, mais tous les patients indésirables internés dans les asiles. Les patients indésirables internés dans les asiles, c'est nous. Qui dans le chat est déjà allé en HP? Qui sur ce stream est déjà allé en HP? C'est nous. J'ai toujours refusé l'internement. Même dans mes pires phases, c'est pas grave, je demandais à des potes de se sacrifier pendant genre 2 semaines et de juste rester chez moi ou quoi, mais... Enfin oui, genre... les hôpitaux psy, ils ont bien gardé leur héritage nazi en tête. N'y aller... C'est ça. Vraiment, genre... sauf si c'est genre le last recours et que vous avez besoin de... Voilà. Si c'est ça ou la mort, oui, bien sûr, je suis pas en train de vous dire crever la gueule ouverte, évidemment. Si c'est ça ou la mort, ne mourrez pas et allez en HP. Mais si vous avez n'importe quelle autre solution, favorisez toujours cette autre solution. Toujours. Je trouve qu'on a beaucoup tapé sur les parlementaires et pas assez sur les médecins aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. En même temps, qu'on fasse un peu ça. On peut faire un peu ça. Allons-y. On peut faire un peu. Pardon, Zoé. Non, mais justement, on y viendra plus dans la 3e capsule qui aura lieu sur un autre stream. Mais il y a des médecins, notamment à la psychiatrie, qui sont très actifs vis-à-vis de l'isolement et l'extermination des handicapés. Il y a aussi des médecins qui sont médecins parce qu'ils ont envie d'aider les gens, et ce sont ces médecins-là qui se positionnent contre la loi fin de vie. Et tu cites Dr Zoé. Dr Zoé est une fervente militante contre la loi fin de vie, et elle l'a bien fait savoir. On a vu l'équipe... contre les médecins plus généralement. On a vu les professionnels de santé des soins palliatifs qui, justement, eux, se sont engagés pour pouvoir accompagner les gens dans la mort et leur donner une mort digne, qui disent « la loi fin de vie, c'est une mort indigne ». On voit que les médecins qui sont directement concernés, qui ont voulu devenir médecins pour aider les gens, ce sont ceux qui disent « il ne faut pas tuer les handicapés ». Et on voit que les psychiatres, qui se sont engagés pour pouvoir rendre les gens le plus productifs possible pour le capitalisme, ce sont ceux qui disent « oui, les handicapés, on peut s'en débarrasser ». Oui, on n'est pas productif, donc tu m'étonnes. C'est ça. Donc t'as un peu un pont sur ces médecins qui cherchent à nous rendre le plus productif possible ou à nous jeter à la poubelle. Les médecins à l'époque de l'Action T4, on va en parler un peu. L'Action T4, je vous rappelle, j'en ai parlé juste avant, c'est avant tout une politique médicale. C'est pas une politique administrative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en œuvre par des policiers, elle n'est pas mise en œuvre par... Enfin, si après, pas des policiers après, mais au début, elle est mise en œuvre pas par des députés, pas par des juristes, non, elle est mise en œuvre par des médecins, des psychiatres, des directeurs d'hôpitaux et des universitaires. Et ils en sont fiers. Ils font des petites photos de groupe devant les... Ça, c'est devant Adamar, là. C'est devant le truc dont je vous ai montré les chambres à gaz. Fait une petite photo de groupe en mode, regardez, on est trop fiers de gazer les handicapés. Tellement humain. Derrière eux, des centaines d'handicapés dans des chambres à gaz en train de se faire exterminer. Il faut une petite selfie. Cheese. C'est sympa, hein. J'ai une autre citation du même historien, parce que je le trouve assez pertinent en vrai. J'ai une autre citation. Il dit, je vais vous le lire d'abord une fois, ensuite on reviendra dessus. Je cite. Ce qui est tragique, c'est qu'aucun de ces médecins n'eut besoin d'une loi pour participer à cette entreprise d'euthanasie. Aucun d'entre eux n'hésita sérieusement à participer à une telle entreprise. Sans y avoir été contraints en aucune façon, ils élaborèrent eux-mêmes les règles déterminant si tel patient devait vivre ou mourir. Leur participation fut entièrement volontaire et inconditionnelle. Je vous répète la citation. Aucun de ces médecins n'eut besoin d'une loi pour participer à cette entreprise. Ça veut dire que maintenant qu'ils en ont une, est-ce qu'ils vont se gêner ? Je pose la question. Aucun d'entre eux n'hésita sérieusement à participer à une telle entreprise. Sans y avoir été contraints en aucune façon, ils élaborèrent eux-mêmes les règles déterminant si tel patient devait vivre ou mourir. Vous savez quoi ? Ils font déjà ça. On va reparler un peu après. Leur participation fut entièrement volontaire et inconditionnelle. Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Ouf. Je vous ai montré je vous ai parlé tout à l'heure de... des trucs de propagande un peu, des trucs sur les juifs avec Henry Ford et tout. Mais vous allez vous demander, mais Victoire, s'il commence à massacrer les enfants handicapés, les gens ne devaient quand même pas être très très contents et ça devait gueuler dans tous les sens et ça devait être la merde au niveau de l'opinion publique. Oui. Comment est-ce qu'on justifie ça ?
Après tout, les handicapés sont des êtres humains. Comment tu peux justifier que tu vas Ah oui, buter le c'est fils fou de d'une faire ça. famille? Comment tu fais ça? Eh, c'est tout simple. Comme ça. Je vais vous traduire pour les gens qui parlent pas allemand. Il y a écrit 60 000 Reichsmark, c'est ce que ces personnes souffrant d'une maladie héréditaire, en allemand c'était moins gentil, coûte à vie à la communauté nationale. Compatriote, c'est aussi ton argent. Engage-toi au parti nazi. Je vous répète la traduction. 60 000 Reichsmark, c'est ce que ces personnes souffrant d'une maladie héréditaire, hérédité, la reproduction, l'eugénisme, vous l'avez, coûte à vie à la communauté nationale. Je crois qu'en allemand, il y a un truc un peu genre au peuple, au prolétaire, un truc comme ça. Compatriote, c'est aussi ton argent. Il y avait une autre affiche que j'ai pas retrouvée, avec l'image d'un mec qui est visiblement handicapé, avec marqué il coûte, je crois, genre 3000 Deutschmark par an, soit le budget de 3 foyers. Préférez-vous financer ce débile mental incapacité ou 3 foyers de bons à rien? C'est ce dont parlait le Canada, dont on parlait dans la première capsule. Et dans la première capsule, je vous Cette rappelle affiche, également cette interview de ce vieux monsieur qui nous expliquait la stratégie du pas dans la porte et qui disait qu'à terme, il fallait également ouvrir la loi fin de vie aux SDF. exactement. Ça coûte cher les SDF. Alors on a le choix entre débourser tellement d'argent et payer des impôts pour leur filer un logement, mais bon, en vrai, ils sont sales, ils puent, ils sont un peu cassés parce qu'ils ont vécu à la rue, ils vont jamais réussir à bien se réintégrer dans la société. Sinon, on peut être Ah oui. miséricordieux, leur proposer une autre solution. L'affiche et la propagande ne parlent jamais de haine. C'est pas comme pour les juifs où elle dit les juifs sont des enculés, il faut les buter. Non, jamais. Elle parle soit de miséricorde, soit de gestion et d'efficacité et d'économie. Et à nouveau, vous voyez comment ça parle à deux camps. Les conservateurs, en mettant l'angle de la miséricorde, ou les libéraux de gauche, en mettant l'angle de la miséricorde, et les libéraux de droite, en disant économiquement, c'est bien, non? Et vous comprenez, Madame Michel, on vit dans un monde où c'est compliqué en ce moment. Le trou de la sécu est énorme. Et puis, de cette manière, en plus du fait que c'est miséricordieux, bah, c'est quand même bien mieux pour les finances publiques. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant. On rappelle qu'on a un rapport officiel du Canada, du gouvernement canadien sur l'aide médicale à mourir, la loi fin de vie au Canada, qui nous annonce en 2020 que la loi fin de vie, ça coûte quand même vachement moins cher et ça a permis de réduire les dépenses de la santé publique. Évidemment, tout ça montré comme quelque chose de formidable. Par ailleurs, Richard, n'est-ce pas à t'éloigner un peu de ton micro quand tu parles, quand tu essaies de faire des effets, tu te rapproches beaucoup pour parler, ça sature. Pardon. Mais c'est bien que tu parles des conservateurs, des libéraux, etc. etc. C'est une super transition parce que vous vous doutez bien que tout le monde n'a pas adhéré à cette propagande. Et à l'époque, les principales oppositions organisées, pas juste le mec qui dit « Oh, moi j'aime pas trop, mais je vais manger une quiche et je vais me coucher et à demain ». Non, les gens qui sont un peu organisés, ça vient de deux camps. L'Église catholique, les communistes. Les deux camps qui sont contre l'euthanasie des handicapés sont les conservateurs catholiques et les groupes communistes. Est-ce que le neurone s'active chez vous? Est-ce que vous voyez le parallèle? Là, je peux pas être moins subtil. C'est littéralement la même chose. En France, parce qu'on l'a pas reprécisé au début de cette capsule, mais on en a parlé dans la capsule précédente, on a actuellement à l'Assemblée nationale actuellement dans le monde politique français, 3 pôles qui se positionnent sur la loi fin de vie. L'extrême droite et la droite, mais aujourd'hui les républicains c'est l'extrême droite, qui sont opposés à la loi fin de vie, notamment par influence catho-tradi, tout ce truc-là de la mort ne doit pas être choisie par l'homme, mais elle doit être choisie par Dieu, etc., etc. On a les libéraux, donc les macronistes et la gauche bourgeoise, qui eux sont pro-loi euthanasie, et les marxistes, qui sont opposés à la loi euthanasie, parce qu'ils apportent une lecture marxiste, à savoir peu ou prou la lecture qu'on est en train de vous apporter. C'est ça. Tiens, comme dirait un grand monsieur. L'action T4, du coup, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, elle intervient un peu avant la phase la plus industrialisée du génocide des Juifs. Et c'est pas par hasard, c'est parce que j'en ai déjà un tout petit peu parlé. L'action T4, c'est un prototype de Shoah. Il faut vraiment comprendre ça, c'est hyper important le chat, concentrez-vous. C'est un point, vraiment, c'est fondamental. L'action T4, c'est pas seulement un programme d'assassinat, c'est un laboratoire. Les nazis vont y expérimenter. Les chambres à gaz fixes, parce qu'on avait déjà des chambres à gaz mobiles d'exécution, on n'avait pas de chambres à gaz fixes, donc c'est là que ça va être expérimenté. L'organisation administrative des mises à mort, parce que, en vrai, alors je vais dire un truc qui peut paraître bizarre. Faire un génocide, ça demande de la préparation. Parce que décider de buter 10 millions de personnes,
Bah, faut s'organiser un peu, parce que faut identifier les 10 millions de personnes, faut neutraliser les résistances, faut les acheminer, faut les stocker, parce que tuer quelqu'un, ça prend du temps en général, le corps se débat, il faut être sûr qu'ils sont vraiment morts, faut trouver une méthode d'exécution, des gens qui le font. Une fois que c'est fait, il faut transporter les corps, il faut les inhumer ou les brûler quelque part, il faut se débarrasser des restes, pour pas avoir le problème de santé publique sur genre un département entier. Ça demande beaucoup de critères administratifs. Ça a été organisé d'abord sur les handicapés pour s'entraîner. Et ça a aussi servi à expérimenter les processus de sélection. Savoir qui on tue et qui on ne tue pas. Et bah, ces trois points-là ont été expérimentés d'abord sur l'action T4 et ensuite à beaucoup plus grande échelle dans les stands d'extermination. En plus de ça, parce que c'est pas fini, l'action T4 est également un énorme vivier de recrutement. Et oui, le saviez-tu? Sachez que quand ils font l'action T4, ils se disent, bon, ok, on va mettre, je crois qu'il y avait 10 ou 12 centres d'extermination au début. Alors, à l'action Brand, du coup, ce sera plus parce que ce sera fusionné avec les centres d'extermination tout court. Mais les centres d'extermination de l'action T4, il y avait 10 ou 12 qui étaient spécialisés action T4. Et en fait, dans chaque centre, ils disent, ah putain, lui en gardien, il est pas mal, lui en bourreau, il est compétent, lui, il s'est bien sorti d'une galère, etc. Ils chopent des noms, des exécutants qui sont plutôt bons, et ensuite, ils les transfèrent vers un autre département qui s'appelle l'action Reinhardt. Qui est l'action Reinhardt? C'est le département chargé de l'extermination des Juifs de Pologne occupée. L'action T4 a servi de recrutement pour les gardiens, les administrateurs, les opérateurs de chambres à gaz, les responsables de centres de mise à mort, les techniciens, les porte-cadavres. Ça a servi. C'était le Indeed de la Shoah. Est-ce que vous comprenez pourquoi, à nouveau, la gauche marxiste, elle est pas très chaude à l'idée qu'on commence à autoriser l'euthanasie sur les handicapés en France, quand on est à 1 an de potentiellement avoir l'extrême droite et les héritiers de Pétain qui prennent le pouvoir dans le pays? Ah oui, parce que la loi, elle arrive pas seule, elle arrive dans un contexte de fascisation. Et quand ça commence en 40, en fait, Hitler, il est élu depuis quoi? Depuis 7 ans? 7 ans, c'est même pas 2 mandats en France. C'est la merde. Voilà. Est-ce que tu veux reprendre la suite? On va sur quoi après? L'eugénisme après la Seconde Guerre mondiale. Oh non, mais en vrai, moi j'aime bien là ce petit duo qu'on a où c'est beaucoup toi. Si ça te Ok. va, si ça te va, moi Ça je me suis va, très ça à me l'aise va. de faire mes petites interventions. Moi, ça me va, j'ai juste peur de te voler ton stream et ta capsule, j'avoue. Non, c'est ok, bah t'as énormément de taffé dessus, enfin c'est notre capsule, hein. Comme C'est tu vrai. l'as dit dans le chat précédemment, par ailleurs, vous êtes sûrement en train de regarder le contenu de la fange le plus travaillé du mois de juillet pour l'instant. Et Ouais. probablement le contenu le plus travaillé que vous aurez au mois de juillet, vu que tout le monde est en vacances. Ah ouais. Bien. Bon, le chat, du coup, je vous ai beaucoup parlé des nazis, je vous ai parlé de l'action T4, je vous ai parlé de la Shoah. On en reparlera un peu après, mais là, on va avancer un peu dans l'histoire, parce qu'en plus, il commence à se faire tard, il est bientôt minuit. On va avancer un peu dans l'eugénisme. Oh, la phrase est bizarre. On va avancer un peu, historiquement. On va avancer jusque dans les années 60, on va passer de 10 ans en avant, on va rester en France, avec un mec qui s'appelle Jean Rostand. Jean Rostand, c'est un mec qui va théoriser un truc, qui va dire, non mais, vous avez pas compris. Le problème des nazis, c'est pas que c'était eugénisme, c'est que leur eugénisme, il était brutal, il était pas bien, il était... Ah, il mettait pas à l'aise, c'était un eugénisme négatif. Moi, je veux faire de l'eugénisme positif. Il va vraiment appeler ça l'eugénisme positif, le chat, je vous déconne pas. Il va théoriser, je cite, l'eugénisme positif. Et lui, il souhaite pas tuer les handicapés. Non, ça se fait pas. Il veut juste les stériliser. C'est mieux. Jean Rostand, donc, c'est un mec qui travaille sur l'augmentation de l'ADN humain. Il parle d'animaux supérieurs et inférieurs. Supérieurs, ça va être en gros les grands mammifères. Et inférieurs, ça va être les autres. Et son ambition, c'est de créer un super ADN pour les surhommes de demain. On est de retour avec le mec des Kellogg's qui veut vous empêcher de se prendre avec les cornflakes. Là, c'est vraiment une copie conforme. Ils n'ont rien appris. Si, ils ont appris quelque chose. Lui, il est centré quasiment uniquement sur la reproduction. Il a dit bon, empêcher les gens de baiser, ça marche pas. Les génocidés, ah, ça a pas bonne presse. On va juste les empêcher de se reproduire. Et c'est là que vient une magnifique citation de lui. Une de mes citations, je pense, qui m'a fait le plus vriller. C'est la meilleure chose qu'on puisse offrir à un enfant, c'est de bien choisir sa mère. J'ai une petite interview de lui pour vous montrer à quel point le mec est un zinzin, si vous voulez. L'occasion de rappeler que stériliser des gens dans la société dont tu ne veux pas qu'ils aient de descendance, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui dans des pays, dans des fameux pays développés. Hein. En France, jusqu'en 2016, quand tu voulais changer ta mention de sexe parce que t'étais trans, tu devais te faire chimiquement castrer. 2016, hein. On était sous François Hollande en 2016, c'était il y a pas longtemps. Hein. Je sais pas si tu savais qu'une des plus grandes opérations de stérilisation forcée qu'il y a eu dans le monde, c'était sur les juifs éthiopiens, par Israël. Oui, tout à fait. Qui était une condition sine qua non pour leur intégration à l'État d'Israël, à une époque. Non mais t'inquiète, c'est un pays juif, bref. Je peux pas venir sur Internet sans mettre une balle à Israël à un moment X ou Y. Bon, vas-y. Hein. Oui, bah oui. Et vous me direz, mais quel est l'intérêt
de mettre l'homme en formule. Quel est l'intérêt Où son son est très bas, je suis désolé, le son de la vidéo est à fond. de savoir en effet pourquoi telle ou telle base, tel ou tel caractère. Mais c'est que l'homme, en général, la science n'est pas si active, elle intervient. Nous finirons par intervenir, par modifier ce DNA. Enfin, quand je dis les biologistes, mais ce sont les chimistes qui finiront bien par modifier ce DNA. Et déjà, ils ont commencé. Car en 1928, le biologiste anglais, voyez-vous, à ce moment-là, c'était encore... À nouveau, hein, je suis désolé, mais le fait que les eugénistes, les gens qui nous genre mettent en avant, qui viennent promouvoir une race pure et parfaite, qui viennent nous vendre l'amélioration de la race humaine, ce soit que des gens qui ressemblent à Monsieur Patate, c'est vraiment un gros problème. Hein. Il ressemble pas à Monsieur Patate, il ressemble à Eggman. Oh putain, oui, c'est très juste. Au moins Eggman dans le film, il a de l'aura. Il a la tête du méchant de Sonic. C'est réel. Le front de Sardoche. Ok. Le règne des biologistes. Le biologiste anglais a fait, sans le savoir, une modification de DNA. Il a transformé le patrimoine héréditaire d'une certaine race de microbes en le soumettant à l'action de microbes tués. Et de cette expérience, on a dit que c'était un grand événement, un des plus grands événements de l'histoire. Je crois qu'on peut dire que c'est un événement de l'histoire. Car c'est la première fois qu'on a touché à un patrimoine héréditaire, qu'on a touché à la spécificité. On a fait des expériences sur les supérieurs, vous le savez, on a essayé de modifier le DNA des inférieurs, des oiseaux. Les résultats de ces expériences sont encore controversés. Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater, en y introduisant des molécules étoilées. Cela ouvre des perspectives pour l'homme et aussi. C'est une folie comment c'est littéralement l'argumentaire des cybermen dans Doctor Who. Hein. Genre, ça me rend dingue. Tu peux pas faire plus caricatural que les eugénistes, genre. Ce sera moi guérir les mauvais DNA, réparer les défectuosités des DNA qui font les mauvais idioties héréditaires, qui font telle ou telle forme de cécité ou de surdité. Mais aussi toucher à l'espèce, peut-être créer des sous-ordres, insister sur le danger que représente un tel pouvoir. Mais c'est fou de dire ça et de passer avant 2 minutes à dire mais c'est quand même formidable. C'est dingue d'être à la fois... Ça me trouve le cul. Genre, ils sont tellement honnêtes et d'être en mode ah oui, ça va vraiment créer une espèce d'esclavagisme biologique moderne. Ça va être horrible, mais pour les gens concernés, nous... Les bourgeois, ça ira, ce sera cool. Ça ira. Ah non, pas comme ça. C'est un peu comme la découverte de la désintégration atomique. On ne sait pas s'il faut se réjouir de voir les chimistes porter la main sur le patrimoine héréditaire de l'homme. Il y a des découvertes qui viennent toujours trop tôt, à quelque moment qu'elles se produisent. Je vous avoue que pour ma part, un biologiste, un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin, mais le sera. Faut savoir que dans les notes, Écharpe a écrit « Interview de ce mec, entre parenthèses, qui me met vraiment pas très à l'aise. » Et je suis d'accord. Ça me met très mal à l'aise. Eggman, le professeur Robotnik, me met très mal à l'aise. Il est bizarre. Je comprends pas s'il est pour ou contre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est bizarre. Oh. Oui, bah alors, il est un peu pour, mais en même temps, il y avait les nazis 10 ans avant qui m'ont dit « Ah, si, t'inquiète. » Non, mais c'est positif. Pensez positif. Mais oui, on dirait qu'il fait du dev perso de l'eugénisme, quoi. Oui. Oh. Je pense que c'est ça. Le chat. Est-ce que les Américains vous ont manqué? Yeah! America! Non, mais le chat. Vous savez quoi? Petit jeu, le chat. Attention, j'improvise un petit jeu. Le chat. Si je vous dis États-Unis et génocide, vous me dites... Non, vous me dites lequel. Non, mais si je vous en demande un, vous me dites qu'est-ce qui vous vient premier? Trump? Non. Tellement. Dans l'histoire des États-Unis. Oui, il y en a eu plein. Natif américain, tout à fait. Voilà. Ok. Si je vous dis... Oui, pardon. J'arrête avec le micro. Si je vous dis, du coup, génocide des natifs américains, vous me dites quelle date environ? Quand est-ce que les États-Unis ont génocidé les natifs? À peu près. À peu près, hein, on n'est pas une vache près. À votre avis?
À votre avis, à votre avis, à votre avis. Ouais, 1700, 18e et 1800, 19e? en gros, Ouais, vers les moments où les États-Unis commencent à devenir un vrai pays, vers les moments où ils prennent leur ouais, indépendance, etc. vous me dites la conquête de l'Ouest. Voilà. C'est ça. Eh bien, sachez que les États-Unis, dans les années 60 et 70, donc il y a 50 ans, il y a des gens qui ont fait ça qui sont encore vivants, ils ont stérilisé de force le maximum de femmes autochtones. Dans les années 70, il y a 50 ans. Y compris des mineurs très jeunes, y compris des mineurs prépubères très jeunes, y compris même des enfants. On parle de 40% des femmes autochtones qui ont été stérilisées, 70 000 femmes en tout. Et là, vous allez me dire, mais putain, mais Victor, mais attends, c'est une dinguerie. Années 70, on est après mai 68. On est après mai 68. On est après Woodstock. Et ils font des programmes de stérilisation des femmes. Mais genre, comment ça a pu passer dans l'opinion publique? Et bah, Comme ça. grâce à des petits dessins mignons qui étaient distribués pour expliquer que, regardez, en fait, vous voyez, à gauche, ils ont plein d'enfants dans leur tipi et ils sont hyper malheureux. Alors qu'ils n'ont pas d'enfants, à la place, ils ont plein de chevaux. Et du coup, ils sont riches et ils sont hyper heureux. Allez, 70. Et vous rappelez la petite image de propagande des nazis qu'on a regardé juste avant? Vous commencez à les voir, les liens? J'ai tellement hâte qu'on ait des jolis petits visuels de la France insoumise qui nous montrent les intérêts de l'euthanasie. Aïe, 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 aïe. Ouais, années 570, on est dans la guerre froide, là. Hein. On est même plutôt sur la fin de la guerre froide, il me semble. Bon, on va accélérer un peu parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire décennie par décennie. Vous savez quoi? On va accélérer jusqu'à 2010. Vous savez quoi? Hop, tiens, tac, 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 voilà. Parce que aujourd'hui, ces questions-là de stérilisation, de choix des lignées, etc., elles se posent encore. Elles se posent sur un sujet dont on va parler à l'instant. C'est sur le sujet des donneurs de sperme. Alors oui, le chat, vous connaissez, vous êtes en mode oh MG, le sperme, lol, rigolo. Non, pas tant. Parce que, si vous ne le saviez pas, quand quelqu'un veut avoir des enfants, a le droit d'avoir des enfants, donc pas tout le monde déjà, le droit d'avoir des enfants et ne peut pas ou ne veut pas avoir des enfants par un simple rapport sexuel classique, la personne, si elle possède un utérus, peut avoir recours à ce qu'on appelle vulgairement une banque de sperme pour avoir un donneur et tenter une insémination, soit maison, soit assistée par médicaments, etc. Peu importe. Sauf que, le saviez-vous, il y a donc les circuits médicaux pour faire une PMA, pour faire une FIV, etc., etc. Mais il y a des circuits parallèles et il y a des entreprises qui vendent des échantillons de sperme et vous pouvez acheter des gamètes à des boîtes privées. Et dans ces boîtes privées, certaines pratiquent la divulgation des informations du donneur afin de permettre aux femmes de choisir la couleur de peau notamment. Vous pouvez avoir sur le site pouvoir acheter facilement du sperme de je veux du sperme de blanc, du sperme de blond, du sperme de brun, etc., etc. Et ça, c'est encore récent. Et vous savez quoi? J'ai cherché pour vous, j'ai retrouvé Et oui, dans les archives de on va l'INA un regarder extrait. France 2. Non, et non les amis, on ne va pas regarder France 2 finalement. Coucou, ici Médoli en vacances, Médoli du montage, bonjour YouTube. On va pas regarder France 2 car France 2 c'est complètement claim. Et oui, ah quelle fut ma surprise en uploadant cette capsule de voir qu'elle était interdite à la diffusion à cause de ces extraits du journal de France 2. Donc je vais vous raconter un peu ce qui se passe dedans. En gros, on voit une entreprise suédoise, il me semble, de souvenir, qui a comme taf de congeler des ovocytes, de congeler du sperme, mais qui a comme différence avec les banques de sperme habituelles de pouvoir payer plus les donneurs de sperme s'ils donnent leurs informations privées. Et bien sûr, la totalité de leurs informations privées, ils vont donc donner par exemple leur âge, leur nom, leur prénom, leur passé, leurs études, leur couleur de peau, leur couleur de cheveux, des yeux, etc., etc., etc. Et ça permet à n'importe qui, du coup, de pouvoir récupérer ce sperme en fonction de ces différentes données. Avec Echarpe, en réactant à ce reportage, nous, on dénonce globalement de l'eugénisme pur et dur. Moi, je compare ça au meilleur des mondes de Aldous Huxley, bouquin dystopique, voilà, un peu important, qui parle d'eugénisme et de l'horreur que c'est. Évidemment, on parle des dérives racistes qu'il y a à ça. On a été guetter le prix du sperme, justement, sur ces sites qui appartiennent évidemment à des entreprises privées qui, d'ailleurs, travaillent avec Israël. On l'apprend dans ce reportage. Et on remarque que le sperme de toute personne qui n'est pas blanche est évidemment
bien moins cher. On voit également énormément de mépris de classe en fonction du niveau d'études, etc., etc., etc. Et le pompon là-dessus, c'est qu'on apprend que les handicapés n'ont pas le droit de donner leur sperme à ce genre d'entreprise privée. Donc nous, évidemment, on dénonce ça. Le reportage nous met en avant une femme qui vit seule en France, qui a illégalement eu recours à l'achat de sperme auprès de cette entreprise privée qui nous est présentée dans le reportage. Avec Écharpe, nous, on compatit avec cette meuf en disant qu'elle n'aurait pas dû faire ce geste, mais qu'en l'occurrence, c'était une époque où la PMA n'était pas accessible et où elle n'a donc pas eu d'autre choix si elle voulait pouvoir exercer son droit d'avoir un enfant. Et justement, nous, à l'époque, on dénonce que dans le reportage, à l'époque, pardon, il n'est pas fait mention de la PMA, que le reportage nous présente un peu la situation des femmes seules comme ayant comme seule solution ce truc horrible et eugéniste en disant les femmes seules, on comprend leurs besoins, mais est-ce qu'elles devraient pas un peu se réfréner dans leurs envies de femmes hystériques parce que quand même elles ont le choix entre soit vivre triste ou des trucs eugénistes et nous justement on est en train de dire en fait non. Sinon il y avait aussi genre dire que la PMA est une revendication pour permettre d'éviter ce genre de dérive, mais voilà, dans un reportage qui est paru en 2010 il me semble, et bien la notion de PMA n'est même pas évoquée parce qu'évidemment ce reportage a un angle en plus d'être eugéniste assez raciste et homophobe, hein. Du coup, on voit bien qu'il y a des grandes différences d'analyse entre les nôtres et celles qui sont présentées dans ce petit reportage de France 2. Donc voilà, désolé, pas de France 2 pour vous. C'était un super moment de stream, mais France 2, s'il vous plaît, arrêtez de censurer vos reportages d'il y a 16 ans. Je veux pouvoir les passer sur Internet. Bref, je vous rends à Medoli et Écharpe du passé. Des bisous YouTube. Et l'occasion par ailleurs pour moi de préciser que tout au long de cette capsule, jeudi, prochaine vidéo dans 2 jours, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. J'ai eu des problèmes techniques, on n'a pas pu tourner le stream où on fait la suite des capsules sur l'eugénisme et la loi fin de vie. Du coup, eh bien, vous n'aurez cette troisième capsule que dans peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Mes excuses. Allez, des bisous YouTube. Je te rends à Medoli du passé. Ciao. C'était douloureux. On peut difficilement J'ai faire une- plus dystopique. Hein. Si, j'ai une data qui va t'achever. Ah oui, tout ce sperme-là, les handicapés n'ont pas le droit de donner le leur. Donc en Je fait, suis il n'y a même pas surprise. même pas de question de handicap ou quoi, parce qu'en fait, il n'y a que les valides qui ont le droit de figurer sur ces trucs-là. Et oui, car n'oublions pas bien sûr par ailleurs que le handicap c'est purement héréditaire et que tu ne peux jamais devenir handicapé au cours de ta vie. C'est ça. Évidemment, et que tous les Qui handicaps tombe d'ailleurs du se chantier, transmettent qui par brise une l'hérédité. jambe, c'est génétique. Voilà. Bah, tu sais quoi, justement, c'est une super transition. Si on parlait un peu de contrôle des corps. Allons-y. En vrai, on a beaucoup parlé de questions raciales, de amélioration de la race, etc., mais le contrôle du corps, c'est plus large que juste la race. Attends, désolé, j'ai arrêté une marche, mais quand les hétéros se mettent en couple, ils jaugent ça l'un de l'autre, non? Mais oui, mais tu te mets en couple avec quelqu'un, pas avec un gros sperme. Et je suis désolé, si tu te mets en couple avec quelqu'un en disant lui, il a fait l'école de finance, il doit avoir un sperme de qualité pour faire des enfants avec, la personne te quitte. Oui, La par personne ailleurs. te quitte, direct. Par ailleurs. Enfin, c'est pas du tout la. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu ne sais pas ce qui va sortir de la loterie génétique du mélange de vos gamètes. C'est ça. Il y a quand même une grande notion de hasard. Et par ailleurs, enfin, C'est ça. cela dit, et tu as tout à fait raison de le dire, Victoire, je reste très critique des. Comment s'appellent les balles des bourgeois? Ça a un nom là, où ils se retrouvent pour faire se marier Les leurs rallyes. enfants. Oui, les rallyes. Les rallyes des bourgeois, où ils se retrouvent entre bourgeois pour que les enfants se connaissent et puissent faire des enfants ensemble après. C'est pas les bourgeois, c'est les aristocrates. Oui, par ailleurs, c'est les aristos, très juste. C'est horrible, enfin, c'est turbo-eugéniste aussi. C'est vraiment ce truc-là d'être dans la même bouillie de génétique depuis des années et des années. Enfin, Le c'est de contrôle l'eugénisme des aussi, lignées. par ailleurs. Et c'est dégueulasse, enfin, on doit contrôle des combattre ça. On doit C'est combattre typiquement ça. Kellogg et Galton. Vraiment, cette volonté de faire en sorte que les riches et les bourgeois restent entre riches et bourgeois et les prolos, ils restent entre prolos et que les deux se mélangent pas. C'est de l'eugénisme social. Tout à fait. Bon, on parle de différentes formes de contrôle du corps. Est-ce que tu veux reprendre la main là? C'est plus peut-être plus toi qui sais. Ouais, allez. Ou pas? Vas-y. Bon, on peut se faire des petits passe-passe en vrai. Ok. Vas-y. On va parler donc en effet un peu de contrôle du corps, parce que comment parler d'eugénisme sans parler de contrôle du corps? Là, on vous avait fait un petit récap historique de l'histoire de l'eugénisme, mais parlons un peu de fond. Ok. Concrètement, pourquoi ça existe l'eugénisme? Ça se justifie par quoi? Revenons sur l'eugénisme nazi, qui est la manifestation d'un phénomène bien plus ancien que l'eugénisme en lui-même. La question du contrôle du corps par le pouvoir politique.
Ça, la question de l'autonomie corporelle, du contrôle du corps, c'est pas des sujets qui vous sont inconnus le chat, c'est des sujets dont on a beaucoup parlé, notamment quand il était question du droit à l'IVG, entre autres. Et on va revenir dans les mêmes logiques. Et par ailleurs, nous, on va essayer d'y apporter une lecture marxiste, évidemment. On est sur un stream marxiste, comme toujours. Ce contrôle du corps, de la part notamment du capitalisme, de la bourgeoisie, il répond à une logique toute simple, une logique matérielle, celle d'organiser la production. Précisément, d'organiser la production, la reproduction de la force du travail et la gestion des populations. Vous savez, c'est toutes les questions du travail productif, du travail reproductif, etc., etc., etc. Notamment, la raison pour laquelle je parlais d'IVG, c'est que la raison pour laquelle l'IVG en France, il était difficile d'accès et pour laquelle il y a eu une bataille juridique pour le foutre dans la Constitution, c'est parce que si les bourgeois ils veulent pas d'IVG, c'est parce qu'ils veulent que les femmes, on puisse contrôler leur corps pour qu'elles fassent des bons gamins, qu'elles puissent les élever et qu'on puisse avoir à nouveau des prolos à l'infini à pouvoir élever. Alors, donc l'eugénisme, c'est évidemment la notion de contrôler le corps pour s'assurer d'avoir une population en bon état, en bonne santé et qui pourrait être bien productif pour les capitalistes. Et j'ai parlé d'IVG, c'était dans les notes le truc dont je devais parler après, j'avais zappé. Mais oui, on peut parler donc évidemment de l'interdiction de l'IVG, par exemple aux États-Unis, on est à fond dans la notion de contrôle du corps. Évidemment, il y a les questions d'interdiction de la contraception. On n'en parle pas trop. Aujourd'hui, c'est pas forcément un sujet qui a beaucoup d'actualité, mais la question de la contraception, de sa difficulté d'accès, voire de son interdiction, on est à nouveau dans la question du contrôle du corps. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est que la plupart des trucs contraceptifs, c'est à destination des meufs? Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de trucs contraceptifs pour les mecs à part les capotes? On est dans ce truc-là, de foutre la responsabilité sur la meuf, et que derrière, on limite le plus possible la question de l'accès à la contraception. Pourquoi est-ce que vous croyez que la contraception, elle est aussi dure d'accès dans énormément de pays pauvres dans le monde? Parce qu'il nous faut une population qui soit bien fournie et qu'on puisse mater à bas prix. Et évidemment, on est... Oui, vas-y. Alors, plusieurs trucs. La contraception, elle est dure d'accès dans les pays pauvres, mais tu remarqueras que les sociétés philanthropes humanistes des pays du Nord vont souvent faire des missions pour donner accès à la contraception aux pays du Sud pour justement limiter la population également. Et qu'il y a justement une dichotomie, un double contrôle. Ouais. Il y a une dialectique, même, on pourrait dire, parce que ce qui paraît comme contradiction est en fait même la continuité d'un même processus, c'est une régulation des populations des pays du Sud. Quand il y en a trop, on leur offre de la contraception. Quand il n'y en a pas assez, on leur enlève pour avoir toujours le bon taux, ce qu'il faut. Pas trop pour pas qu'ils se révoltent, mais suffisamment pour les envoyer à la guerre. C'est l'impérialisme au pays du corps, du bio-impérialisme, le contrôle de la contraception. Et ça fonctionne avec un concept fondamental, le refus de l'autonomie et du droit des peuples à disposer de leur propre corps. La contraception est toujours sous perfusion européenne. Et là, on reboucle avec l'anti-impérialisme, la discussion sur le pillage des ressources, les infrastructures, etc. On a ça aussi sur le contrôle des corps. C'est l'Occident qui décide quand est-ce que l'Afrique fait des enfants et quand est-ce qu'elle n'en fait pas. Voilà, c'est juste mon intervention. Non, très juste, tu as eu tout à fait raison. Et par ailleurs, tant qu'on est sur la question du corps des femmes et de comment l'État a toujours cherché à contrôler le corps, on peut pas faire l'impasse de parler des politiques natalistes. Et surtout, on peut pas faire l'impasse de parler du renforcement démographique d'Emmanuel Macron qui a incité les Français à baiser, globalement. Pourquoi est-ce que l'État veut qu'on ait plein d'enfants partout, veut pouvoir contrôler le corps de la femme? À nouveau, pour avoir tous ces petits prolos, toute son armée de réserve, avoir tous ces bons gens qu'on va pouvoir derrière foutre dans les chaînes de production et être bien utile au capital et aux bourgeois. Et à l'armée également, Je vous parle d'armée de réserve, c'est pas anodin. L'armée de réserve, c'est ce concept marxiste qui consiste à dire il faut que tu aies un peuple qui soit nombreux et en bonne santé et prêt à rentrer en guerre dès que tu en auras besoin et dès que tes intérêts impérialistes feront que tu auras besoin de rentrer en guerre. C'est ça l'armée de réserve. Et les politiques natalistes, ça va en plein là-dedans. Et pourquoi on entend souvent la phrase « l'immigration à la du capital » Parce que les capitalistes, ils trouvent ça encore plus simple d'avoir des corps à disposition qui peuvent encore plus facilement jeter pour le travail ou pour la guerre, qui sont les corps immigrés parce qu'ils ont moins de droits. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les immigrés sont là pour remplacer les ouvriers français. Ça, c'est une vision bête, rouge-brune, c'est Roussel qui dit ça. Non, ça veut dire que les immigrés sont une population encore plus précarisée, encore plus prolétaire, donc plus dispensable, et donc plus facile à envoyer au casse-pipe
pour mourir dans l'usine ou sur le champ de bataille. Rappelez-vous ce qu'on a fait des colonies françaises. Des Les ouvriers tirailleurs. à très bas prix ou de la chair à canon quand on en avait besoin. Les tirailleurs, j'en très parlais bon quand j'étais avec Tzedek à Paris, il y avait quelqu'un qui disait le Maghreb n'a pas commis la Shoah, au contraire, elle en a libéré l'Europe. Oui. Je suis en mode, il y a un truc à creuser. Oui. Vous voyez quand même que cette notion d'eugénisme, de contrôle du corps, etc., c'est bien plus large que juste la question des handicapés. On est vraiment sur une dynamique capitaliste de l'ensemble de la société, de contrôler l'ensemble de la société pour en faire juste un truc opaque qui va servir les intérêts de la bourgeoisie. Tout ça, c'est un tout. Pour ça qu'on peut pas parler d'eugénisme et qu'on peut pas parler de loi fin de vie et de droits des handicapés sans avoir une lecture un tant soit peu marxiste, un tant soit peu révolutionnaire. Sinon, on tombe dans des dièses de cons. Soit tu finis comme un catho tradi de merde à dire oui, seul Dieu peut toucher à la vie humaine. C'est pas la question là tout de suite, en fait. Soit tu tombes dans des trucs moralistes ou humanistes de merde où tu vas très vite arriver à la fin de ta réflexion en réalité. Non, il nous faut une analyse marxiste parce que il y a des intérêts économiques en fait derrière toutes ces décisions. Et justement, putain de merde, à chaque fois je préchote les notes. Je vois que justement. Non. Tu préchotes pas, tu es très forte en transition. Merci, je sais, ça fait quelques années maintenant. Mais j'ai toujours pas fait l'opération. En effet, essayons d'avoir une lecture un peu marxiste. Je vous parlais du corps de la femme et de travail reproductif juste avant. Le capitalisme, c'est pas seulement le travail salarié, c'est pas seulement vous allez au taf et vous avez votre salaire et votre patron, il tire toute une partie de la production que vous avez faite. Non, il y a évidemment ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a la notion impérialiste, militaire, d'armée de réserve dont je vous parlais, mais il y a aussi la notion de travail reproductif dont nous devons parler. Le travail reproductif, c'est tout le travail qui permet de produire et de reproduire la force de travail. Très concrètement, c'est quoi? La grossesse, l'éducation des enfants, le travail domestique et le soin aux proches. Oui, c'est toutes ces tâches qu'on incombe à la femme et à son corps. Pour ça que le capitalisme, que les bourgeois, que les réacs et que tous les libéraux, ils veulent absolument contrôler le corps de la femme. Pour ça qu'on a dû se battre pour accéder à l'IVG et que c'est un droit qui n'est pas acquis, puisque dans des pays comme les États-Unis, il est encore en train de reculer et d'être interdit. Parce qu'en fait, le travail reproductif, il est nécessaire aux capitalistes, aux bourgeois. S'il n'y a pas de travail reproductif qui est fait, si on donne trop d'autonomie corporelle aux femmes et qu'elles se mettent à faire pas assez d'enfants, les bourgeois, ils sont dans la merde parce qu'ils ont plus de thunes, parce qu'ils ont plus d'ouvriers. Donc oui, le contrôle du corps de la femme, c'est aussi un contrôle de la reproduction de la société. Mais Médoli, tu parles du contrôle du corps de la femme et les hommes dans tout ça, parce que moi je pense aux pauvres hommes, on n'a pas parlé d'eux depuis environ une heure. Je suis Missandre, je vais pas parler des hommes. Si, quand même. Oui, bien sûr. On est un média de masse, nous. Alors évidemment, on parle de capitalisme et de patriarcat. Par ailleurs, je vous fais l'impasse sur tous les liens entre capitalisme et patriarcat, mais vous voyez bien ici que le patriarcat est un outil au service du capitalisme, au service de la production économique bourgeoise. Et du coup, dans cette vision... Alors attends, petite précision. Parce que j'entends souvent les gens dire « Oh, c'est pas vrai parce que le patriarcat, il est antérieur ». Le patriarcat mute, et le patriarcat actuel, dans sa construction moderne, du coup, post-Shoah, et même, je dirais même post-mai 68, est entièrement au service du capitalisme. Dans son côté réactionnaire, il sert le travail reproductif. Dans son côté progressif, il sert les marchés libéraux. Oui, puis par ailleurs, l'argumentaire de cet argument, il est faux, parce que le patriarcat, ça existait avant, enfin, c'est un sophisme de baiser. En fait, là, on n'est pas avant, hein. Là, on n'est pas au temps des Romains, là, on est au 21e siècle, sous le capitalisme. Donc, on va analyser comment le capitalisme, il se fonctionne maintenant. Puis par ailleurs, tu veux rentrer dans ces débats? Ok, je vais appeler mes potes historiens, on va commencer à débattre de si le féodalisme, c'était déjà une forme de pré-capitalisme ou pas. Et tu vas voir, on va pouvoir durer 10 ans comme ça, parce que ça fait des décennies que les historiens et les économistes, ils se battent. Mais je pense qu'on a des choses un peu plus importantes à faire. De Hollande. Oui. Donc oui, dans cette vision que le capitalisme il a de la manière de gérer le contrôle du corps, la place des hommes elle est où? Puisque les femmes elles sont à la maison à s'occuper du travail reproductif. Oui, très justement. Et oui, elles s'occupent du travail reproductif à la maison, pendant que les hommes, eux, s'occupent de mettre au service du capitalisme leur force de travail. Et ça passe, comme je vous le disais, par les intérêts impérialistes et productivistes. Le service militaire obligatoire, on est en plein dans le contrôle du corps. Le SNU, c'est marrant, il est arrivé il y a pas longtemps. Vous commencez à les voir, tous les liens entre toutes ces lois sur le contrôle du corps et pourquoi est-ce que quand on vous dit que la loi fin de vie elle est pas isolée, c'est pas pour rien. Le SNU, on est en plein là-dedans. La réinstitutionnalisation du service militaire obligatoire, on est dans le contrôle du corps de l'homme. La mobilisation en temps de guerre.
La mobilisation en temps de guerre, on est en plein là-dedans. On est en plein dedans, on contrôle... On peut pas faire plus concret comme contrôle du corps, par ailleurs. C'est vraiment, hop, maintenant tu vas sur le front, tu n'as pas le choix. Ou on te tue, genre. Le travail forcé, selon les périodes historiques. Même chose. Même chose, le travail forcé, les bagnes, tout ça, le contrôle du corps. Et par ailleurs, dans les notes, on a précisé selon les périodes historiques, le travail forcé, dans des pays jugés développés, ça existe déjà, ça s'appelle la prison. Bien joué. Les prisons aux États-Unis, on rappelle par ailleurs qu'aux États-Unis, il y a 1% de la population France, hein. qui est en prison. Ouais, mais aux États-Unis, c'est vraiment maxé, mais c'est très juste en France également. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, tu n'as même pas de salaire. En France, tu as un semblant de salaire en tôle, mais vraiment un semblant, hein. C'est ridicule. Je crois qu'en France, tu es entre 15 et 20 centimes de l'heure. Ouais, un truc ridicule, genre. C'est vraiment juste pour se justifier de merde, genre. Donc oui, la tôle, c'est du travail forcé. Et on est dans le contrôle du corps. Peut-on faire plus contrôle du corps que emprisonner des gens? Donc oui, le corps masculin, à l'instar du corps féminin, il est pensé comme un outil de production. Le corps féminin, un outil de production reproductif. Le corps masculin, un outil de production capitaliste, bourgeois, enfin qui sert la bourgeoisie. Et quand c'est pas possible, ça devient une ressource militaire. Attends, mais tu voudrais dire que c'est pour ça que mon daron, il a toutes les vertèbres lombaires qui se sont soudées afin d'être sur les chantiers et qu'il a pas de retraite? Très exactement. Mais je te rassure, si jamais ton daron est trop handicapé parce qu'il a mal bossé toute sa vie, on a maintenant la loi fin de vie pour abréger ses souffrances au plus tôt. Ah, c'est bien ça, parce que c'est vrai que le capitaine n'avait plus rien pour lui après l'avoir presque tué. Ils n'avaient pas entièrement réussi. Il avait survécu au accident du travail, il manquait un truc pour aller plus loin. Et là, les amis, on va parler... Attention, 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 vous l'avez pas vu venir, des trans. On va parler des trans. Oh non, pas encore. Et si. Et si. Oh là là. Il va nous falloir parler des trans. Et pour ça, je vais vous partager on va réacter un petit communiqué, puisque nous allons aller voir, si j'arrive à ouvrir Instagram correctement, le communiqué de l'organisation de solidarité trans sur la loi fin de vie. Parce que le contrôle du corps par l'état bourgeois sur les trans, c'est un vrai bail. Laissez-moi retrouver ce communiqué qui date, parce que l'organisation de solidarité trans n'a pas attendu que la loi fin de vie soit en plein dans les débats médiatiques pour en parler. On en avait déjà parlé il y a de cela 1 ou 2 années. Si je peux le retrouver aussi. Ouais, je vais être pas loin, t'inquiète. Non, ça c'est l'UJFP, ça c'est pas l'OST. Je l'ai perdu. Voilà, je l'ai. Oh, pardon YouTube. Ah ok, bien joué. Non mais t'inquiète, je parle pas quand je cherche un truc parce que j'ai un auto-cut, va cut les silences pour YouTube Oui. justement. Bien joué. Ok, la loi fin de vie capitaliste, eugéniste, validiste. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Attends, je vais regarder sur cette... Ouais, vas-y, je t'en supplie. Alors que la précarité et les accidents du travail se multiplient dans un système de santé saccagé par les politiques libérales, la bourgeoisie franchit un cap de plus dans son horreur. La proposition de loi sur la fin de vie est un premier pas vers l'institutionnalisation d'un droit à tuer les personnes handicapées et psychiatrisées. Cette loi, imaginée par la droite et la gauche réformiste, pousse ouvertement à la mort une population déjà atomisée et privée de son droit à l'autonomie par le validisme des médecins et des capitalistes, main dans la main. Elle criminalise toutes les oppositions possibles à des choix de vie Elle criminalise toutes les oppositions possibles à des choix de fin de vie motivés par la pression sociale et la misère. Le droit à l'euthanasie est présenté ici comme l'apogée de la liberté individuelle. En clair, la bourgeoisie crée le problème en écrasant nos vies, nos corps et notre santé, puis elle nous apporte la mort comme unique solution de sortie et fait croire que c'est un progrès. Tu peux avancer. Nos choix ne sont pas détachés de nos conditions matérielles. Dans le soin comme au travail, on choisit en fonction des options que nous laisse le capitalisme pour se loger, se nourrir, se soigner décemment. C'est bien l'idéologie bourgeoise qui fait le tri des prolétaires en fonction de leur capacité à travailler. Nous dénonçons comment le texte voté en commission fait sauter toutes les limites éthiques pensées pour vérifier les pressions que peuvent subir les handicapés et psychiatrisés de la part des médecins, de leur entourage et de discours politiques qui assènent que l'hôpital coûterait trop cher aux contribuables. D'autant plus quand ce texte s'ouvre aux personnes handicapées la porte du suicide assisté. Nous, personnes trans, ne sommes pas à l'abri de ces politiques eugénistes, au moment où la bourgeoisie, de droite comme de gauche, veut renforcer le poids du pouvoir médical sur nos parcours de transition. Nous le sommes encore moins, car nous sommes parmi les premiers à être exclus d'une santé de qualité, du travail, du logement ou à subir la psychiatrie. Au soi-disant droit à mourir dans la dignité, nous opposons le droit à vivre dans la dignité, à la santé et aux soins gratuits. L'OST s'oppose à cette proposition de loi et apporte son soutien à l'ensemble des personnes victimes des politiques validistes et eugénistes. Vous voyez ici l'OST développer un petit peu sur cette loi fin de vie, y affirmer son opposition, communiqué qui est sorti le 27 mai 2025, il y a plus d'1 an.
Il y a plus d'1 an, les militants antivalidistes étaient déjà là, en train d'en parler. Et à l'OST, quand on a sorti le communiqué, par ailleurs, on s'est fait la réflexion qu'on le sortait un peu tard. C'était il y a plus d'1 an. Donc oui, il y a un contrôle de l'État bourgeois sur le corps des trans. On nous interdit nos parcours de transition, on nous psychiatrise, jusqu'en 2016, on nous castrait chimiquement. Pourquoi ? Parce que les personnes trans, de par leur capacité à changer de classe de sexe, à passer de homme à femme ou de femme à homme, ou tout ce qu'il y a au milieu, on vient justement montrer que ce système patriarcal lié au capitalisme, il est insensé, il ne fonctionne pas. On peut changer, on n'est pas obligé de se coltiner le travail reproductif ou le travail productif tout au long de sa vie. Ce truc-là n'est pas écrit dans notre gène, n'est pas écrit dans notre ADN. Cet eugénisme capitaliste, parce qu'en vrai, c'est de ça qu'il s'agit à nouveau, il n'a aucune justification et notre simple existence vient le prouver de par le fait qu'on est en capacité de transitionner. Et ça, l'État bourgeois, puisqu'il est bourgeois, ça ne lui plaît pas. C'est de là que naît notamment la transphobie étatique. C'est de là que naît la transphobie tout court par ailleurs, car la bourgeoisie, ce n'est pas juste un système étatique, hein, évidemment, c'est un système mondial, c'est un système international. Ça lance un train du scam en plein milieu de la capsule, on va pas le faire. Enfin, faites des subs si vous voulez, bien sûr, mais... On a déjà fait... Mais voilà. C'est bon. Mais merci beaucoup d'être fier. J'ai une petite anecdote pour toi sur ce sujet. Tu disais qu'on était stérilisé jusqu'en 2017, je sais plus. 2016. Est-ce que tu sais avec quoi on était stérilisé en termes de produits? Vas-y, dis-moi. On a été stérilisé avec des produits qui ont été développés en Amérique du Sud pour castrer des délinquants sexuels, qui ont été développés notamment en Argentine. Tu sais par qui? Est-ce que c'est par les anciens SS qu'on fuit l'Allemagne nazie? Exactement. Putain, Par les merde. mêmes mecs qui donnaient du bromure aux juifs, le bromure pour empêcher les érections, pour pas que les gens ils baissent dans les camps de concentration. C'est les mêmes mecs qui ont inventé les deux trucs. Je ne le savais pas, mais je vais pas faire semblant d'être étonné. C'est marrant. Donc oui, il y a un contrôle de l'État bourgeois sur le corps des trans. Oui, c'est à nouveau cette politique de contrôle des corps, une politique qui est eugéniste et qui s'inscrit dans une politique patriarcale et donc capitaliste de manière bien plus large. Bien sûr. Et sachez que aujourd'hui encore, aux États-Unis, si tu as fait des crimes particulièrement graves de type tueur en série ou quoi, et que tu demandes de toi-même de manière tout à fait volontaire une castration chimique, parce que c'est toi qui le décides tout à fait de manière consciente, libre et éclairée, tu peux avoir une remise de peine. Quel enfer. Genre, qu'est-ce qui nous différencie des nazis? Enfin, genre, c'est l'exacte même merde. À l'origine, le nom de la partie, le chat, je devais l'appeler « Nous vivons dans un monde post-Shoah ». Voilà. Bref, pardon, je te laisse reprendre. Et du coup, là, on a parlé des femmes, des hommes, des trans. C'était vraiment la capsule pansexuelle. Mais pour autant, c'est une logique qu'on peut appliquer de manière générale à toute forme de marginalité, à toute forme de corps déviant. Et par ailleurs, si tu veux enchaîner sur cette prochaine partie, sur les corps déviants, ma chère Écharpe, je te laisse le faire. Ah. Bon, ça, c'est bien parce que c'est toi. Les corps déviants. Le chat, à votre avis, c'est quoi un corps qui est déviant? Vous avez quelques exemples de corps déviants qui vous viennent? Pas. Alors, quand on dit corps déviant, c'est des gens dont on considère que le corps en soi, qu'il soit capable de marcher, de courir, de baiser, de vivre, peu importe, est en soi déviant. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Des gens comme ça? Parce que vous savez quoi? Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Les personnes racisées, ah, pas forcément. Pas forcément. Les trans, ouais, par exemple. Les corps non productifs, ouais. Les homosexuels, ouais, tout à fait. Mais les handicapés aussi. Exemple de corps déviants. Les internements psychiatriques, par exemple. Les enfermements carcéraux. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi vous croyez que c'est séparé homme-femme? C'est pas que pour des questions de viol des femmes. Non, ça, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas que les prisonniers se reproduisent. Les cas de stérilisation forcée, on en a parlé. On a parlé des personnes trans, on a parlé des cas de génocide, etc. Et d'ailleurs, j'en profite. Toxicomanes, oui. J'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus. Dans les corps déviants, à nouveau, on dit déviants parce qu'ils sont vus comme ça par le capitalisme, par ce système bourgeois, eugéniste, patriarcal, bien sûr. Ce n'est pas notre vision, précisons-le, si jamais il y avait un léger doute qui pouvait encore subsister. Parmi les corps déviants, on ne peut pas ne pas mentionner, dans le cadre du contrôle du corps, les intersexes qu'on mutile dès la naissance parce qu'ils ne remplissent pas cette catégorie patriarcale qui serait parfaite et qui permettrait de séparer les hommes et les femmes d'un côté et de l'autre pour le travail reproductif d'un côté et le travail productif de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on les mutile dès l'enfance? Pour essayer le plus possible de les assigner à un des deux sexes biologiques. Exactement pour ces raisons-là. On est toujours en plein dans le contrôle du corps et on peut difficilement faire plus évidemment eugéniste que venir mutiler un enfant à la naissance sur ses organes génitaux. Tout à fait raison.
Et le fait que j'ai pas marqué, que je l'ai pas noté montre que j'ai besoin d'une petite rééducation et que j'irai peut-être faire une formation et une autocritique. T'inquiète. Mais tu as tout à fait raison. Je sais. C'est vraiment, je pense, l'exemple d'eugénisme peut-être le plus chimiquement pur, parce que c'est une question du corps, et surtout, ça touche aux questions de sexe. Donc c'est tout ce qui s'imbrique en même temps. Les intersexes sont, dans la vision du coup capitaliste, des handicapés de la division genrée du travail. Et du coup, il faut absolument les forcer à retourner dedans. Absolument. Du coup, les mutilations, effectivement. Les rapports de genre, du coup, qui participent activement à la division du travail productif et reproductif. Le genre, en fait, c'est ça. Si on est un peu marxiste, le genre, c'est pas je me sens plus ceci, plus cela. C'est pas j'ai envie d'avoir une poupée rose, une poupée bleue. Non, on s'en branle. Le genre, c'est quoi? C'est une division du travail dans la société. C'est travail productif, travail reproductif. Travail productif, produire des richesses, produire de la valeur. Travail reproductif, produire de la force de travail qui, elle, produira les richesses. Tout simplement. Et c'est pour ça que l'homme construit la cuisine, la femme l'utilise au quotidien. En gros. Hop, je vais avancer un petit peu parce que là, en fait, Ouais. on a déjà dit un peu tout ça. Oui, On va jusqu'à j'étais en train de 80. regarder aussi. Oui, bah de toute façon, on s'approche petit à petit de la fin de la capsule. Ouais. Si on reparlait un peu de stérilisation forcée, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait au moins 25 secondes. Le chat, vous vous souvenez quand on parlait de stérilisation forcée, quand on en parlait sur les trans, on en parlait sur les juifs, on en parlait sur les natives, on en parlait sur les noirs. Vous savez que les USA, ils ont fait la même chose aux sourds. Oui, il y a un game de l'eugénisme des sourds. Alors, j'ai pas tout à fait compris pourquoi c'est particulièrement les sourds compris. Ah, je l'ai, attends. C'est Ouais. parce que il bouffait pas assez de Kellogg's, du coup il se branlait beaucoup, du coup il devenait sourd. Ok, Eh oui, non, si, oui. c'est vrai, ok, on l'a. Bien joué. Bien joué. Mais les US ont fait des campagnes de stérilisation forcée de sourds. Les cas de stérilisation forcée de sourds, c'est hyper courant. Sous l'Allemagne nazie, elle a commencé sous forme de volontariat. Tiens. Avant de devenir obligatoire, vu que les sourds, en fait, les sourds, vous voyez, sous l'Allemagne nazie, c'était un peu les handicapés, mais qui cassaient un peu les couilles, parce que vous aviez les handicapés internés en psychiatrie, etc., qui, eux, ils étaient déjà dans un lit menottés sous benzodiazépine toute la journée, du coup, on leur mettait une perf, ils mouraient tranquilles. Mais les sourds, eux, ils cassaient les couilles, parce que vous savez ce qu'ils ont fait, les sourds? Quand il a commencé à avoir l'action T4, ils ont formé des réseaux de résistance. Oh putain, ils cassent les couilles. Ils veulent pas se laisser buter comme ça. C'est vraiment des enculés. Et du coup, il y a des mecs qui ont formé des réseaux, et notamment, j'ai retrouvé la trace en faisant des recherches d'un mec qui s'appelle Marcus Reich, dont je n'ai une image que de sa tombe. Marcus Reich, qui est un mec qui a fondé un réseau de résistance en Allemagne, hein, donc des résistants à l'Allemagne nazie, qui était un réseau de guérilleros de lutte armée sourds juifs. Est-ce que c'est pas le truc le plus, à la fois le plus stylé et le plus random que vous aurez entendu aujourd'hui? Un réseau de résistance de guérilleros de sourds juifs. Et je vous conseille, tu peux peut-être l'afficher et leur envoyer le lien. Ouais. Je vous conseille un super documentaire que j'ai regardé, qui est dispo sur le site du CNRS gratuitement, qui parle de l'eugénisme des sourds à travers le monde. Le documentaire est un peu long, il dure, je crois, 1 heure, un truc comme ça, mais il est édifiant, il est incroyable, il date des années 2000, il est trop bien, je vous encourage à aller le voir. Moi, ça m'a matrixé. Voilà, j'ai envie de parler des sourds à cause de ça. Témoin sourd, témoin silencieux. Un film de c'est ça, Brigitte il est Lemaine et de incroyable. Stéphane Gatti. Voilà. C'est ça, qui est disponible gratuitement sur le L'occasion, site du CNRS. Merci à eux. l'occasion de rappeler que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de s'organiser collectivement. Regardez, les handicapés, c'est très ils ont productif. fait de la résistance. Les handicapés, Oh. c'était des maquisards. Ils ont fait la moitié de votre playlist Spotify aussi, bref. Bien vu Mais c'est un ça. autre sujet. Du coup, oui. On a parlé des toxicomanes déjà, on a un peu abordé ça, c'est parce que le chat est extrêmement intelligent. Mais c'est un peu la même logique, les toxicomanes. Les toxicomanes, du coup, ce sont des populations qui ne sont pas toujours non productives, mais une partie des toxicomanes sont non productifs, notamment les franges les plus marginalisées. Et on peut faire des liens avec les questions handicapées parce que il faut se poser la question. C'est d'ailleurs, moi, une critique marxiste que je fais aux questions de réduction des risques. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais je développerai ça à un autre moment, de pourquoi les gens sont toxicomanes. Pas en mode « Ah, c'est pas bien, faut les fliquer ». Non, mais poser la question sincèrement, matériellement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient toxicomane? Alors, ça dépend des gens. Il y a différents profils, il y a différents critères, il y a des accidents de vie, il y a des contextes festifs, il y a plein de trucs, mais il y a une grosse partie des gens qui sont toxicomanes à cause du monde du travail. Que ce soit les gens que le capitalisme a brisés et qui du coup partent dans ces milieux-là et partent dans de la consommation, ou bien tout simplement de la toxicomanie pour la productivité. Moi, je travaille en restauration. Je travaille en restauration une grosse partie de ma vie.
j'ai vu un nombre incalculable de fois des gens qui, avant le service, allaient prendre un rail de coke pour pouvoir être énergique et être productif pendant le service et tenir la cadence. J'ai vu de manière systématique, je crois qu'il n'y a pas un seul restaurant où je ne l'ai pas vu, les gens qui, après le service, vu qu'ils sont fatigués, ils vont boire de l'alcool. La toxicomanie est une conséquence du capitalisme. Le handicap est une conséquence du capitalisme. Le handicap, comme la toxicomanie, porte dans les communautés des gens qui sont non productifs. Qu'est-ce qu'on fait des gens non productifs? Si l'euthanasie se pose sur les handicapés, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui protège les toxicomanes? Sachant qu'une partie des toxicomanes sont déjà internés dans des centres. Qu'est-ce qui les protège? Autre catégorie de population qui n'est pas protégée, les personnes âgées. On en a parlé de YouTube, tu te souviens, avant-hier, on en a parlé dans la capsule numéro 1, on parlait du Canada, où le Canada a dû faire des notes pour dire aux médecins, au fait, les personnes âgées, c'est pas des malades, c'est juste des vieux, faut pas les tuer. Oups, vous saviez pas, pardon, mais tuer les vieux, c'est pas trop dans les valeurs de la médecine. Primum non nocere, le serment d'Hippocrate, avant tout, ne pas nuire. Peut-être ça vous dit un truc, non? Bah, parce que en fait, au Canada, ils ont commencé à buter les vieux, en disant, non mais les vieux, ils vont bientôt mourir, Ah donc oui. c'est qu'ils sont en fin de vie. Soyons on peut miséricordieux. Bon, ils sont en fin de vie, c'est une loi fin de vie, ils vont bientôt mourir, on peut, non? Et on a le droit. Et dans la capsule précédente, on l'avait vu d'ailleurs dans les interviews des deux gars qui défendaient la loi fin de vie, là, qui étaient en mode oui, et puis les vieux aussi d'ailleurs, faudrait ouvrir pour eux, ce serait pas mal. C'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Et du coup, vous vous rendez compte du coup du nombre de publics qui sont à risque d'eugénisme par cette loi? Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de public, ça fait beaucoup de personnes. Alors, rassurez-vous, ils vont pas abattre d'une balle dans la tête toute personne qui a pris un rail de quai dans sa vie ou toute personne qui a transitionné. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, ils vont devoir faire un tri. Rappelez-vous, vous vous rappelez, les nazis, faire un tri, comment on choisit, etc., etc. Et ben comment on choisit? Le chat, vous vous rappelez comment on avait fait pour choisir sous la main nazie? Qui avait choisi? Vous vous rappelez de comment on avait fait? De comment ils avaient fait, parce que nous on n'était pas là, de qui avait établi les critères et avait jugé sur le terrain quelle personne était suffisamment handicapée pour mériter la mort et laquelle pouvait encore rester. On avait Quelle demandé corporation a fait ça? leur avis aux psychiatres et aux Aux médecins. médecins. Exactement. Encore et Et bah, toujours. Et bah vous savez quoi? Et ça tombe bien. Aujourd'hui, vas-y. Ça tombe bien, les médecins, ils ont eu l'occasion de s'entraîner à choisir qui pouvait vivre et qui pouvait mourir il y a pas longtemps. Est-ce que vous vous rappelez du SARS-CoV-2, aka le Covid-19? On a eu des petits trucs qui se sont passés pendant le Covid-19. Je vous partage ici un vieil article de Mediapart sur les services de réanimation pendant le Covid, où on nous apprenait que les services de réanimation se préparaient à trier quel patient sauver. Bon, malheureusement, l'article il est payant et j'ai pas Mediapart. Edoui Plenel, please collab. Non, je sais pas. Attends, allô? Mais. Focus. Oui, mais voilà, on a déjà eu de l'arbitrage qui a été fait, des consignes qui ont été données pour savoir quel patient on pouvait sauver et quels patients étaient moins importants, sur lesquels il fallait prioriser ou non. Et donc on a donné ce pouvoir aux médecins. Attends, je prends juste sur cette slide. Et vous Vas-y. savez ce qui s'est passé, le chat? Quand on a donné ce pouvoir aux médecins, bah ils l'ont utilisé. Et ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient avec. Tu peux afficher l'article. Au Royaume-Uni, c'est un article du Guardian, il y a eu des... ils ont un système où ils ont, dans les cas où ils n'ont pas assez de trucs pour réanimer tout le monde, ça s'appelle les notices DNR, de not resuscitate. En gros, c'est les non prioritaires à la réanimation pendant le Covid. Et bah vous savez quoi? Dans certains hôpitaux au Royaume-Uni, ils ont mis des notices DNR, des notices resuscitate, qui sont normalement pour les gens qui sont dans des grandes détresses respiratoires, où on sait que même réanimés, ils vont replonger dans les prochains jours. Ils ont mis ça aux gens qui avaient des troubles de l'apprentissage ou des handicaps mentaux. Des gens qui étaient autistes, des gens qui étaient schizophrènes. Ils leur ont mis des trucs, lui, s'il chope le Covid, il le réanime pas. On a donné ce pouvoir aux médecins. En 6 mois, ils ont commenccommencé à faire le génisme, à trier les handicapés, lesquels mourraient, lesquels mourraient pas. C'est sympa, hein? Et là, vous allez me dire, bah du coup, c'est juste des médecins. Non, c'est pas juste des médecins. J'ai plus l'article à montrer, mais tant pis. Il y avait eu à Aubenas, en plus moi je connais, c'est RD, j'étais là d'où je viens, un médecin qui a, non, je crois que c'était un urgentiste qui avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'il avait eu des conversations avec le SAMU qui lui avait dit on n'a pas les moyens, du coup on refuse de transporter certains résidents. Et le SAMU avait dit, je cite, les personnes handicapées ne seront pas prises en charge. C'est une directive qui venait du SAMU. Un sub. Le SAMU a réfléchi. Ah, coucou Chicken Tier, j'espère que tu vas bien. Merci Mes amis. beaucoup pour les 3 mois de sub. Le SAMU a
non pas en tant que personne isolée, mais en tant qu'institution, a fait la décision de supprimer l'accès aux soins à la réanimation aux personnes handicapées. Les médecins sont déjà prêts à faire ça. Ce qu'on disait sur les camps d'extermination, sur ah mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible, mais comment ça se fait? C'est bizarre. Il a suffi d'une seule lettre d'Adolf Hitler pour qu'ils se mettent tous à massacrer les handicapés. En fait, il a suffi qu'ils aient l'occasion, même pas l'autorisation, l'occasion pour qu'ils commencent à le faire. Il suffit d'une pandémie pour qu'ils se sentent plus pissés et qu'ils commencent à le faire. Maintenant, évidemment, ça fout la haine, ça fout la rage contre l'institution médicale, et vous savez que je ne taris pas de critiques vis-à-vis de l'institution médicale. Précisons cependant que tout cela, ça se passe dans un contexte économique de casse des services publics. En France, ça fait des années que les services publics, ils ont de plus en plus de gens à gérer, de moins en moins de thunes et de personnel. Au Royaume-Uni, c'est encore pire, c'est le libéralisme à outrance. Et je vous parle même pas des États-Unis. Donc oui, évidemment que quand tu ne mets pas d'investissement massif dans les services publics, dans la santé publique, et ça on en parlera dans la 3e capsule qui sortira dans 2 jours sur YouTube, et pour vous Twitch qui sortira dans 2 jours sur Twitch, on en parlera un peu plus en détail de la casse du service public. Mais évidemment que ce contexte participe au fait que on se retrouve dans des situations où tu peux dire à des médecins qui sont au bout du rouleau, qui n'arrivent pas à faire leur taf, bah là tu choisis, et que du coup, ça rend beaucoup plus acceptable dans leur tête le fait de choisir. Attention cependant, ce choix a quand même été le leur. Il a quand même été fait, et c'est grave. Le contexte ne vient pas servir d'excuse. Par contre, il est important de noter qu'il y a aussi une responsabilité, et qui est probablement la première des responsabilités, de la part des responsables politiques au pouvoir. Des différents régimes politiques qu'on a eu. Parce qu'on peut taper les macronistes, mais avant les macronistes, on a eu la gauche. Avant, on a eu la droite, puis la droite, et puis avant, on avait la gauche. Les deux ont cassé les services publics, petit à petit, année après année, pour nous amener à cette situation où dès qu'on fait face à une pandémie ou à n'importe quelle situation de crise, on choisit de laisser les plus faibles mourir. Ouais. On va finir par un peu de politique quand même. Alors, vas-y, je t'en prie. Maintenant, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Essayons d'avoir une lecture marxiste. Pour savoir c'est quoi la solution, faut savoir identifier c'est quoi la problématique. Et en vrai, on vient d'en parler. Si on essaye d'avoir une lecture un tant soit peu marxiste, un tant soit peu économique de la situation, toute cette merde, elle arrive pour une raison toute simple. On n'arrive pas à fournir de soins à l'ensemble de notre société. Aujourd'hui, il y a plein de catégories dans la société qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à la vie digne. Ça pour une multitude de raisons. Évidemment, je viens d'en parler, la réduction des budgets alloués à la santé publique, la volonté de réduire les dépenses hospitalières. Évidemment, on en a longuement parlé pendant le Covid, mais la fermeture de lits qui a notamment été organisée par Agnès Buzyn, littéralement 1 an avant la crise du Covid, avec une grande réforme de l'hôpital qui a été très critiquée à l'époque, où tous les personnels hospitaliers ont dit, mais en fait, dès que ce sera un tant soit peu la crise, on est trop fini, et littéralement 1 an après, il y avait le Covid, donc c'était très bien vu de la part d'Agnès Buzyn, la dégradation des services publics dans son ensemble, et du coup, ici, on peut rajouter le développement de l'aide à mourir. Grâce à toutes ces problématiques organisées par le capitalisme, ça leur permet d'instaurer l'aide à mourir comme solution. Ça coûte moins cher, c'est plus facile à mettre en place. On se débarrasse des gens à qui on n'arrive pas à fournir une aide, à qui on n'arrive pas à fournir des soins. Attention, quand je dis qu'on n'arrive pas, c'est un choix politique. On pourrait le faire. On a les capacités de le faire aujourd'hui. Ça se ferait aux dépens des bourgeois. Parce que ça nécessiterait de taxer, de baiser tous les plus riches. Ça nécessiterait de se dire tout le privé, ça disparaît. On nationalise tout. Toute la santé. Tout ce qui permet, et plus loin que la santé, tout ce qui se permet d'avoir une vie digne. Ça fonctionne pour la culture, ça fonctionne pour l'école, ça fonctionne pour le transport, ça fonctionne pour le logement. Évidemment que tout ça, c'est ce qui te permet de vivre dignement et d'être en bonne santé physique comme mentale. Oui, tout à fait, on pourrait parler de sécurité sociale de l'alimentation. Et très juste, l'énergie également. Enfin, ça fonctionne pour tout. Tout ce qui est globalement un moyen de production doit être nationalisé et récupéré pour servir les gens qui en ont besoin, à savoir, non pas les bourgeois, mais le reste de la société. Et le reste de la société qui n'est pas bourgeoise, elle a un nom. Ça s'appelle le prolétariat. C'est nous. On retombe sur nos pieds. La seule solution face à ce constat, c'est la même depuis maintenant 200 ans. Ça a un nom. Ça s'appelle la révolution. Je vais finir et conclure la capsule
en parlant un peu de Michel Foucault. Alors oui, vous l'avez pas vu venir le chat, ça. Médoli non plus d'ailleurs. Elle l'avait vraiment pas vu venir. Elle est un peu en mode qu'est-ce que tu me fais là, mais trust. Tout ce qu'on a dit sur l'État qui prend le contrôle sur la vie, sur la mort, sur les corps, c'est un truc qu'a conceptualisé Foucault dans une notion qu'il appelle le biopouvoir. Quand Foucault parle de biopouvoir, il explique que il y a eu un changement du mode de contrôle de l'État sur le corps des masses, des prolétaires majoritairement, où auparavant, le contrôle se faisait sur la simple mise à mort des dissidents. T'étais pas content avec le roi te faisait exécuter par sa garde. Simple. Ça a évolué, maintenant ça marche plus comme ça, on a même aboli la peine de mort, théoriquement. Par contre, du coup, le pouvoir qui ne voulait pas perdre le contrôle sur la vie et la mort des gens a trouvé d'autres manières de s'inspirer d'autres trucs pour quand même garder ce contrôle. Le pouvoir moderne ne s'exerce pas seulement en faisant mourir ou en interdisant. Il administre la vie, il organise les populations, il régule la santé, la naissance, la maladie et la mort. C'est ce que Foucault appelle le biopouvoir. On est là-dedans, et je trouve que je voulais mettre ça parce que je trouvais que ça résumait bien toute la capsule. C'est une question de biopouvoir et à qui on veut donner ce biopouvoir et sur qui. Voilà. Dans la prochaine capsule, on aura des notes d'espoir. Parce que vous savez que Echarp, comme moi, on ne parle jamais de problématiques ni de dooming sans expliquer comment s'en sortir concrètement. Ça sortira pour vous YouTube dans 2 jours, pour vous Twitch, on verra ça a priori si tout se passe bien en stream dans 2 jours également, les timings sont les mêmes. Soyez là, à ce moment-là. J'espère que vous avez regardé, quand vous regarderez cette capsule, vous avez regardé celle-là et celle précédente qui est sortie pour toi YouTube il y a 2 jours et que toi, Twitch, tu as vu tout à l'heure. Ne perdez pas espoir, parce que vous allez le voir dans cette future capsule. De l'espoir, on a de quoi en avoir, les luttes, on peut encore les mener, l'organisation collective, on peut la créer, on peut même la rejoindre car elle est déjà là. Et ne pratiquez pas la loi fin de vie si jamais elle vient à passer, parce que je me leurre pas, il y a un monde où d'ailleurs cette capsule sort le jour du vote a priori, elle va passer très probablement. C'est pas fini, on peut revenir en arrière, on peut lutter contre, et si jamais ça finit par passer dans les lois, bah ça tombe bien. Nous, on n'est pas des lois, nous on est des êtres vivants, et on peut aller parler aux gens. On peut aller parler à tous les gens autour de nous, tous les fragiles, tous les marginaux, tous les handicapés, tous ceux qui justement vont avoir ce moment de doute et se dire la loi fin de vie c'est peut-être une solution, parce que tout est horrible et c'est la seule solution qu'on m'offre. On peut aller les voir et leur dire non, je vais t'aider et je vais te proposer d'autres solutions et je vais faire en sorte que tu puisses vivre le plus dignement possible. Donc continuez d'être ces porteurs de cet espoir. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, et Sharp, c'est ce que tu essaies de faire aussi. On essaye de porter cet espoir, et tant qu'on sera là pour le porter, il continuera d'exister. Alors oui, c'est pas encore la révolution socialiste. Ça arrive, on y travaille. Mais au moins, c'est déjà là. Oui, et ça peut sauver des vies, très concrètement, et pendant longtemps. Alors on va pas s'arrêter de le faire, on va continuer, on va garder confiance, on va lever le poing, on va aller dans la ruche, et on va aider toutes nos sœurs, tous nos frères, tous nos adelphes qui en ont besoin. Et on va lutter jusqu'à la victoire, ensemble. YouTube! Bisous YouTube. Abonne-toi. Mets un pouce. Mets la cloche. Partage. Booste la vidéo. Va suivre Echarp sur ses réseaux sociaux qui sont tous aussi dans la description. Let's go. Et puis, on se retrouve très vite. Moi, c'était Médoli. Je stream les mardis après-midi, les vendredis soirs et les samedis après-midi et soir sur Twitch. Toi, Echarp, si tu veux un peu faire ta petite pub, n'hésite pas. Moi, je ne stream pas, mais je fais du contenu de manière irrégulière. Et le plus simple, c'est abonnez-vous, ça sort quand ça sort. Allez. C'est sur ces jolis mots que je te dis ciao YouTube. Salut. À la prochaine.